Jamendo.com. Ingénieur et responsable du GEPAN depuis plus de 3 ans. Il est né en 1956, il a fait sa carrière en quasi-totalité au CNES, le Centre national des études spatiales. En 2015, il est devenu sous-directeur au sein du Centre spatial de Toulouse et dirigeait une centaine d'ingénieurs. Spécialiste des satellites et de leur localisation, il a succédé à Xavier Passot à la tête du GEPAN. Voici Monsieur Jean-Paul Aguet. J'essaye avec celui-là, là. Mais si le phénomène reste inexpliqué, je passerai sur l'autre. Oui, une petite précision. Oui, j'étais sous-directeur dans les années 2000. Et c'est après pas mal d'années de management qu'en 2015, j'ai pris ce poste. Candidaté à ce poste. On n'est pas nommé comme ça. On candidate. Il y a plusieurs candidats. Il y a une sélection qui se fait. Et je continue en disant que, en fait, ça fait presque 4 ans que je suis au GEPAN. Et que moi-même, je vais bientôt céder la place. Que mon successeur est identifié. C'est une personne identifiée, mais pas connue de vous aujourd'hui. Il va être connu dans quelques semaines. Depuis le début de l'année 2019, il est en formation. C'est important dans ce job de bénéficier de l'expérience du prédécesseur. Et lui-même a été recruté au titre, après une sélection qui a été féroce, à l'interne CNES, c'est toujours à l'interne CNES. Il y avait beaucoup de candidats, j'espère qu'on a pris je pense qu'on a pris le meilleur. Bien, donc j'ai une petite heure pour vous parler du GEPAN. Merci d'être m'avoir invité. Le GEPAN reçoit des invitations, on ne peut pas les honorer toutes. En tout cas, pour moi, venir dans une association privée comme la vôtre, c'est important dans la mesure où vous êtes une association privée qui fait du témoignage. Donc vous partagez avec le GEPAN le contact avec le terrain, avec le témoin. Et vous allez voir aujourd'hui que je vais beaucoup insister sur le témoin, sur le témoignage. Je commence par cette première vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Viens voir, viens voir. Regarde. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! 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 Ne hurle pas comme ça! Oh! Oh maman! Mais c'est quoi? Mais c'est extraordinaire! Mais c'est hurler comme ça, enfin! C'est des étoiles! Mais c'est fou! Des étoiles! On a jamais vu ça! Mais il faut surtout appeler, il faut appeler je sais pas quoi là! Alors oui, c'est très intéressant. Pas qu'au début, mais par la suite. Je ne veux pas passer trop de temps sur cette vidéo. Je peux simplement vous interroger, vous demander ce que vous ressentez. Du moins, qu'est-ce que ressent le témoin à ce moment-là? Non, je ne demande pas ce qu'il a vu. Je demande qu'est-ce qui est ressenti par le témoignage. Étrange. La stupéfaction. Il a peur. L'émotion est théâtrale, il a peur. Il a peur. Il a peur.
Il appelle la gendarmerie après. Ouais. Ah, vous n'avez pas tout passé. Après, ça s'emballe, on appelle les gendarmes. C'est la panique. Ouais, il y a que ça. Pardon? Pas de faux. Oui, il peut y avoir de faux rime. En tout cas, qu'est-ce que c'est? Il faut appeler je sais pas quoi. Il faut venir. Donc c'est ça le témoin. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est pas trop fort, là, vous entendez, ça marche le micro. Même au fond. Si jamais au fond, vous trouvez que voilà, il faut faire comme ça, et je parlerai plus fort. Non, ce que traduit cette séquence, c'est de l'interrogation, de l'émotion, une certaine forme d'extraordinaire. C'est bien l'extraordinaire d'un témoin, un jour. Et cet extraordinaire, il peuple nos témoignages. Pour le témoin, à ce moment-là, c'est extraordinaire. Quand on dit extraordinaire, c'est qu'il nous dit aussi qu'il ne dort plus, que ça hante ses jours et ses nuits, que ça dépasse son entendement. Il peut venir nous le dire 3 jours après. Il peut des fois venir nous le dire à la fin d'une vie, au soir d'une vie. S'il vous plaît, je voudrais comprendre. Et le travail du GEPAN, donc, c'est de collecter, de recevoir, de rencontrer des témoins qui viennent confier cet extraordinaire au GEPAN. Et quand je dis confier, c'est, à n'en pas douter, un acte de confiance. Car ces mêmes témoins disent, si je le dis à d'autres, je ne veux pas être cru. Je ne sais même pas si je peux le partager à mon épouse. Il y a un acte de confiance. Donc c'est ça qui fait l'essentiel de nos témoignages. Ça peuple nos témoignages par les écrits. Ça peut le faire par les dessins. Des dessins qui peuvent être sombres, ou très compliqués. En général, le témoin veut tout nous donner. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. C'est qu'on l'aide à comprendre. Alors, 8000 témoignages, 3000 cas d'observation. En général, on arrive à expliquer. On explique. Vous direz, c'est notre boulot. On va y revenir, vous verrez ce qu'on explique et ce qu'on n'explique pas. Et pour autant, généralement, ce qui intéresse le public dans les conférences, c'est effectivement ce qu'on n'explique pas. Un peu normal, je dirais. Il y a là une part d'énigme. Pour certains intéressés par la science, il y a des enjeux de connaissances. Pour d'autres qui peuvent avoir des convictions établies, ça peut être la confirmation. Et pour les médias, qui représentent bien sûr le public, c'est quelque chose qui est très intéressant en termes d'audience. Donc les médias s'intéressent beaucoup à l'inexpliqué. Alors je vais vous parler d'inexpliqué, mais je vous parlerai beaucoup d'expliqué. Et après, j'essaierai de montrer comme quoi ça fait partie du même métier. Et comme quoi l'un nourrit l'autre. Oui, alors, bon, ça, on connaît ce monsieur. Donc, je vais passer vite. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Simplement, bon, on n'a pas évoqué le fait des médias. Ce monsieur, il a décrit ceci. Il n'a pas décrit une soucoupe. Par contre, il a dit que ça rebondissait comme des soucoupes. Et le terme soucoupe est resté attaché à la forme, alors que ça a été donné par le témoin comme une trajectoire. Comme quoi, les médias, déjà à cette époque, il fallait être prudent. Bon, il y a peut-être des médias ici, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Oui, peut-être ça ressemblait à ça. Les ailes volantes des Allemands, on n'en sait rien. C'est un phénomène inexpliqué. Là, on en a parlé aussi. Le carrousel, c'est quand même un grand moment. Un grand moment de phénomène inexpliqué qui plus est au-dessus du Capitole. Alors, c'est vrai qu'il existe une possibilité d'explication. En
en nature. C'est-à-dire qu'effectivement, les inversions, moi j'ai fait beaucoup de radars dans ma vie, de phénomènes électromagnétiques, les inversions de température sont à même de courber les rayons. Donc en nature, c'est quelque chose qui peut expliquer. Là, ce qui serait important, c'est de l'expliquer en ampleur. C'est-à-dire, est-ce que ce phénomène-là, ce jour-là, avec l'atmosphère qu'il y avait ce jour-là, est à mesure d'expliquer la courbure de rayons qu'il y a eu ce jour-là? Là, je suis dans le quantitatif. On n'a rien de ce jour-là qui était à même de mesurer l'état de l'atmosphère et la réalité des courbures de rayons. Donc, on ne saura jamais rien. Enfin, sauf si on retrouve ces éléments. Donc, vous connaissez l'histoire, je passe vite. Là, ça c'est en France. Là, il n'y a pas de radar, il y a uniquement de l'observation visuelle. Vous connaissez ce pilote aussi. Là, vous connaissez moins. On est donc dans les cas du GEPAN. C'est un cas inexpliqué du GEPAN. Alors, il y a deux gendarmes. Si un gendarme n'est pas crédible. Deux gendarmes. Bon, ils se connaissent, hein, ce n'est pas des gendarmes tout à fait indépendants. Ils se connaissent. Ils voient en rouge, c'est ce qu'ils décrivent comme l'étrangeté. Ce qu'ils décrivent, c'est une masse claire dans le ciel, en forme, et puis une zone éclairée au sol, qui se promène, qui avance. Et puis cette zone éclairée, elle est un peu curieuse, parce qu'elle avance, puis en même temps, c'est une lumière un peu noire, noirâtre, vert noir. Pas vraiment une lumière utilisée pour éclairer le sol. Et puis, par moments, les pylônes, ce pylône-là ou un autre pylône, sont éclairés. Et donc, ça ressemblerait comme un faisceau, mais on ne voit que les parties, on ne voit pas le faisceau lui-même. On peut imaginer qu'il y a un faisceau qui relie tout ça, on peut imaginer. Donc nous n'avons pas pu trouver d'explication pour ce cas-là. Ce que l'on fait, c'est qu'on cherche une hypothèse, on peut formuler une hypothèse. La meilleure hypothèse qu'on a pu formuler, en l'occurrence, est celle d'un hélicoptère, qui est au-dessus de la couche nuageuse, pour ne pas être reconnu, qui fait de la surveillance. Mais ça ne colle pas bien, parce que, bon, pourquoi ils voleraient au-dessus de la couche nuageuse pour faire de la surveillance? C'est pas très crédible. Et pourquoi ils n'auraient pas été reconnus en plus? Un faisceau de projecteurs est un peu fin, compte tenu des dimensions que nous donnent les témoins, compte tenu des technologies de l'époque. On ne maîtrisait pas le laser. Pas de cette manière-là, en tout cas, pas aussi puissant. Encore une fois, pourquoi ils voleraient au-dessus du nuage pour surveiller au sol? Alors on peut y formuler, toujours pareil, on peut rajouter une hypothèse de plus, que c'est une surveillance et au retour, la mission de surveillance est finie et le pilote passe au-dessus du nuage pour rentrer à la base, puis il laisse son projecteur balloter. Pourquoi pas? Mais ça ne colle pas non plus, parce qu'à un moment donné, cet endroit-là c'est fixe. Donc à un moment donné, il y a bien un pilotage du projecteur. Donc voilà, typiquement c'est un témoignage pour lequel on peut formuler une hypothèse, mais on ne peut pas la retenir. Pour nous, c'est une hypothèse qui a le mérite d'exister, voilà, mais sauf que, voilà, on ne peut pas dire que c'est ça l'hypothèse. Là, on dit que c'est inexpliqué. Celle-ci, oui, celle-ci, c'est plus récente encore. Nous avons ici deux témoins indépendants qui ne se connaissent pas du tout. Et qui font des témoignages assez similaires. Vous voyez, les dessins qu'ils font sont très proches. Et là, c'est la reconstitution qu'on fait sur les lieux. Donc ça s'appelle une reconstitution, c'est-à-dire qu'on va se promener avec le témoin, on fait le même parcours. Là, c'est un premier témoin qui voit le pan à gauche. Et là, c'est le deuxième témoin qui est dans une autre voiture devant, qui sont tous les deux, enfin pas dans la même voiture, des voitures qui se suivent. Et l'autre devant, lui, il a vu le pan plutôt dans ce village, il l'a vu plutôt à la verticale. On n'a pas d'explication pour ce... Si on voulait formuler une hypothèse, on collerait mieux, on dirait pourquoi pas un hélicoptère où on a mis des LED au bout des pales. Oui. Voilà. Parce que c'est une trajectoire un peu comme un hélicoptère. En tout cas, ça ne ressemble pas à des lasers. Voilà, les hypothèses qu'on peut formuler les plus proches ne collent pas. Ça ne ressemble pas non plus à des drones compte tenu des ouvertures angulaires que nous ont donné les témoins. Alors, voilà pour les cas inexpliqués. On l'a dit aujourd'hui, le ciel est étrange depuis très très longtemps. Hein, voilà à peu près les pans de l'époque. Ah, il y en avait quand même pas mal.
Et la science, qu'est-ce qu'elle fait, la science, dans tout ça? Ben, la science, elle aime l'étrange. Non pas parce qu'elle se complaît dans l'étrange, au contraire, la science, elle aime bien expliquer. C'est comme ça qu'elle progresse. Ainsi, ce monsieur, Jean-Baptiste Biot, a mis en évidence que les pierres pouvaient tomber du ciel. Alors que les scientifiques, avant lui, disaient non. Je crois que c'est un Lavoisier qui disait non, les pierres ne peuvent pas tomber du ciel. Et lui, il a été courageux, il s'est déplacé. Il a fait du terrain, comme on dit. Il a mis en évidence qu'effectivement les météorites tombaient du ciel. Alors après, quand on connaît, grâce à lui, et tout ce qui était derrière, après, on se connaît le mécanisme de plasma que crée un objet, pour le coup extraterrestre, parce qu'il vient en dehors de la Terre. On connaît ces phénomènes, panache que ça produit, et on sait parfaitement reconnaître le phénomène. Et d'ailleurs, quelque part, quand on regarde dans le passé, on pourrait se demander si ce n'était pas une météorite. Voire là, un mirage. C'est des phénomènes qu'aujourd'hui on connaît. Plus près de nous encore, la foudre en boule. Très complexe le phénomène des foudres en boule. Ou de foudre globulaire. Tous ces dessins-là sont des dessins de témoignages de foudre en boule. Très impressionnant. Donc nous avons des experts là-dessus, ça commence à être à peu près maîtrisé, c'est pas totalement maîtrisé encore, hein, mais on commence vraiment à bien faire le tour de la foudre en boule et des foudres globulaires, des conditions de production, en quoi c'est lié à certaines configurations atmosphériques. Bon, alors pourquoi le GEPAN? Quelqu'un a rappelé qu'il a été créé en 1977. Alors l'objectif de réponse du GEPAN, en fait, je viens de vous le dire, il y a deux composantes. Il y a une composante réponse au témoin. Ne pas laisser le témoin seul. Lui donner, si possible, une explication. Quand on peut. Et puis également, informer la population, ça va de pair, ça va ensemble. C'est intéressant que la population soit informée de tout ce qu'on explique, et tout ce qu'on n'explique pas. Donc c'est le rôle du GEPAN, non seulement on répond aux témoins, mais en même temps on a un site où on informe tout le monde. Et puis on répond aux témoins médias. Et puis un objectif scientifique, c'est-à-dire faire progresser ce qui peut progresser dans la connaissance de tous ces phénomènes. Pour moi, il n'y en a pas un, c'est tout l'ensemble des phénomènes. Alors, on ne parle pas d'OVNI. Ben oui, tout à l'heure on les a vus, les expressions. Les OVNI existent. Ça dépend de ce qu'on entend par OVNI existe. Moi je vous dis, les PAN existent. Si PAN, ces phénomènes aérospatiaux non expliqués, les PAN existent. Il y en a un grand nombre, il y a un certain nombre de pourcentage de PAN dans le GEPAN. Mais si je vous dis les OVNI existent, là vous me dites autre chose. Oula, il est en train de nous dire que l'extraterrestre existe. Vous voyez l'ambiguïté du terme OVNI. La problématique du mot OVNI, c'est qu'il pose bien une question. Objet volant non identifié. C'est une question. On cherche à l'identifier. Et en même temps, il donne une réponse. Il dit objet. Et puis, la connotation, on le voit bien aujourd'hui, la connotation du terme OVNI est extraterrestre. Donc nous, on parle de PAN, phénomène aérospatial non identifié. C'est un terme qui existe dans le monde entier. UAP, même chose en anglais. Alors, le GEPAN peut être défini aussi par ce qu'il ne fait pas. Nous travaillons uniquement sur l'échelle nationale. Parce que nous ne pouvons travailler que lorsque nous maîtrisons les sources. Je vais vous donner quelques exemples après, vous verrez. Et puis parce que notre mission nous amène à travailler avec des officiels, vous allez voir l'aide considérable, déterminante qu'ils nous apportent, dont on ne pourrait pas disposer à l'étranger. Nous ne sommes pas un organisme de recherche sur la vie extraterrestre, ou sur ce qu'on appelle l'exobiologie. Il y a ça au CNES, ça s'appelle l'exobiologie, c'est-à-dire des programmes scientifiques dont l'objet est de mieux explorer l'univers pour essayer de trouver des traces de vie passée, présente. Ça fait des très belles missions, des objets d'astronomie qui sont fabuleux. Mais ce n'est pas le rôle du GEPAN. Nous ne travaillons pas non plus sur les technologies qui permettraient d'expliquer l'extraterrestre ou le vol interplanétaire. Interstellaire, pardon. Alors, le GEPAN est
C'est un petit service. 77, il a pu avoir plus de... Aujourd'hui, on est deux. Moi-même et mon adjointe. Il y a une période où, au tout début, il y avait plus de monde. Il y a une période où il y a eu beaucoup moins de monde. Le temps de l'ESCO, il était tout seul. Et puis, il y a, des forces adjointes de traitement d'information, d'informatique, pour gérer tout ce qu'on a géré, tous nos questionnaires, tous les documents, et puis un système d'information propre, je pense, pour nous aider à traiter l'information. Donc ça fait une personne et demie de plus. Donc ça fait en gros un potentiel de 3,5 personnes. C'est assez peu. On n'arrive pas à tout faire, hein. C'est difficile. Mais par contre c'est pérenne. Ça fait 40 ans que ça dure. C'est important. Pérennité, c'est un point important. Car on accumule de l'expérience. Des témoignages qu'on n'arrive pas à expliquer, certaines années on arrive à les expliquer plus tard. Mais surtout, on n'est pas seul. On travaille avec la gendarmerie, qui faisait le job tout seul avant, 77. En ce sens qu'il récoltait les témoignages, puis il faisait les enquêtes. Désormais, il récolte les témoignages, mais la plupart des témoins vont à la gendarmerie ou vont au GEPAN, des fois aux deux. Donc beaucoup de témoins qui passent directement sur le site du GEPAN. Donc les gendarmes, c'est l'essentiel. On peut demander aux témoins de passer voir les gendarmes aussi. La police joue un peu le même rôle. Nous avons aussi une vingtaine d'enquêteurs bénévoles l'origine, c'est pour faire un maillage à l'échelle nationale, de manière à ce qu'on puisse aller très très vite voir le témoin. Nous ne pouvons pas, deux personnes, il n'y a qu'un seul enquêteur, en fait, c'est le responsable qui est enquêteur. On ne peut pas se déplacer sur toute la France très vite. Donc, nos enquêteurs font le relais géographique, une sorte de maillage. Ils sont sélectionnés, bien sûr, ils sont bénévoles, ils candidatent. En général, c'est parce qu'ils candidatent qu'on les rencontre, qu'on peut les sélectionner. Tous ne sont pas élus. Quelquefois, ils ont une expérience importante qui fait qu'ils participent eux-mêmes. Également, non seulement ils sont sélectionnés, mais en plus ils apportent aussi au GEPAN. Ils font progresser également l'ensemble du référentiel méthodologique du GEPAN, pour les meilleurs, bien sûr. Nous avons des experts dans différents types de disciplines. On va en parler, ça touche tout ce qui peut être déterminant dans la recherche d'explications, tant sur les phénomènes physiques que les phénomènes du type facteur humain. Donc ces experts-là n'ont pas forcément, la plupart n'ont pas une expérience ufologique, c'est pas ce qu'on leur demande. C'est de pouvoir répondre à une particularité du témoignage qui touche leur discipline. Soit la photo en boule, soit la photo, soit la propagation, ainsi de suite. Soit la vision, la perception. Et les experts, on peut les réunir également en comité, en collège. Ils travaillent au fil de l'eau sur nos sollicitations. Et on peut les réunir aussi en collège, au moment où on doit faire le point de tous les cas inexpliqués de l'année courante. Voilà, et tout ceci, c'est donc un... Vous voyez, c'est pas un service du CNES, c'est d'abord un dispositif national. Et le CNES, quelque part, les deux personnes du CNES, entraînent un grand nombre d'autres personnes qui sont bénévoles, qui intervenants ponctuels, ou de toute façon auraient fait le même travail, les gendarmes l'auraient fait quand même. Donc c'est effectivement un système, un dispositif plutôt astucieux, où 2 ou 3 personnes de la puissance publique mettent en œuvre un grand nombre de personnes qui auraient quand même sans la CNES, auraient quand même fait ça, mais désormais ils le font dans un cadre unifié de méthode qui permet de capitaliser non seulement les données, mais de capitaliser les méthodes, les outils. Dans ce sens-là que le système est plutôt efficient. Alors bien sûr, on ne peut pas s'auto-déclarer dispositif national et rendre compte à personne. Le GEPAN rend compte à un comité de pilotage. Au sens que ce comité de pilotage ne supervise pas nos enquêtes, il supervise la façon dont on gère les priorités, la façon dont on travaille, la façon dont on référence nos travaux, la façon dont on utilise les ressources. Est-ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il en faut moins? Et dans ce comité de pilotage, il y a toutes les parties prenantes institutionnelles françaises. La gendarmerie est représentée dans le comité de pilotage, mais pas la brigade.
au niveau direction. La police aussi, la DGAC, la Région civile aussi, la météorologie aussi, et le CNRS, car les composantes, il y a un aspect scientifique dans tout ça. Et on se réunit à peu près une fois tous les ans. Bon, alors, le traitement d'un cas d'observation, je vous l'ai dit, le témoin peut remplir un PV de gendarmerie, ou peut remplir un questionnaire qu'il trouve sur notre site. L'ensemble des deux, ça y est, ça commence, ça marche là. L'ensemble des deux arrive au GEPAN, et nous menons une première analyse. Et cette première analyse, au fil du temps, elle devient de plus en plus importante. C'est ce qu'on appelle l'analyse à distance. Il y a 20 ans, 30 ans, du temps de l'ESCO à distance, on ne faisait rien. On n'avait rien pour faire. Choper un cadastre, prenait un temps fou. Rien que récupérer les éphémérides, ben on les avait à Paris, mais il fallait les repositionner sur le lieu du... Ça demandait du calcul. Aujourd'hui, c'est un autre monde. On est dans le monde numérique. À distance, on fait énormément de choses. On va chez le témoin avec la camionnette de Google Earth, ainsi de suite. Donc ça va très vite, à distance. On en fait de plus en plus d'analyses à distance, mais ce n'est pas toujours suffisant. Dans à peu près 7% des cas aujourd'hui, on se rend compte que bon, on n'y arrive pas, les hypothèses ne collent pas, il y a des choses qui ne vont pas bien, ou il y a des choses qui ne paraissent pas très claires, ou en tout cas mal comprises dans ce que peut dire le témoin. Donc on va se classer, on va le voir. Ça s'appelle les enquêtes terrain. Alors, quelques principes forts du GEPAN. Le GEPAN doit expliquer, son travail c'est d'expliquer une observation avec des phénomènes connus. Pas un des phénomènes connus, vous allez voir pourquoi. Au départ d'une observation ramenée par un témoin, il y a toujours un point de départ dans le ciel. Le point source de cette observation. Je dis toujours parce que nous avons très peu de canulars. Le témoin qui vient au GEPAN est un témoin sincère. Il s'est bien passé quelque chose dans le ciel pour qu'il en soit là. Ce point de départ peut porter toute l'étrangeté en tant que tel. Il faut la trouver. Le point de départ peut être, vous l'avez vu, même une lanterne taille peut être un point de départ. Là, ce sont des lanternes taille, depuis la vidéo. De moins en moins, parce que les gens sont au courant des lanternes taille. Mais une foudre en boule, quelqu'un qui n'a pas vu une foudre en boule, c'est terrible. Une météorite aussi. Donc le point de départ, ça y est, bon. Le point de départ peut être l'étrangeté en soi. Mais très souvent, le point de départ, à la fin de l'histoire, quand on a fait terminer le travail, on se rend compte que le point de départ est un avion, est un astre, est une lune. Ce point de départ, il est connu des témoins. Et pourtant, il était étrange à ce moment-là. Ça veut tout simplement dire qu'en plus de ce point de départ, il y a eu d'autres phénomènes qui sont venus se rajouter. Il y avait certes la Lune, mais il pouvait y avoir des nuages avec des effets d'arabesque. Le témoin pouvait être en voiture, peut avoir un effet d'illusion de boule suiveuse qu'on appelle. Donc là, un événement intelligent qui le suivait. Ainsi de suite. Les courbures de rayons, ça c'est quand même très physique. L'astre il est derrière les montagnes, et pourtant on le voit. Voilà, donc il s'en rajoute des choses. Et des choses de facteurs humains aussi. C'est des choses qui se passent au niveau de la perception. Des fois, c'est toute une combinaison de facteurs qui peuvent être à l'origine de l'étrangeté. Je vous donnerai quelques exemples. Donc, l'explication des pans est une activité multidisciplinaire. Sciences physiques, sciences humaines. C'est ces phénomènes connus qu'il faut essayer de retrouver. Formuler une hypothèse avec l'ensemble de ces phénomènes connus et voir si l'hypothèse tient la route au regard de ce que le témoin dit avoir vu. Et quand ça ne tient pas la route, quand on ne trouve rien qui marche, il ne faut pas s'acharner, ça ne marche pas. On n'a pas d'explication. Voilà, ce qu'on essaie de faire au mieux, en tout cas, c'est de bien caractériser ce que l'on comprend et ce que l'on ne comprend pas. De toute façon, à ce que la science puisse s'en emparer derrière. Alors, quelques exemples. Je commence par le plus simple. Il y avait ça. Maintenant, c'est un peu plus rare. Voilà. Aujourd'hui, ça arrive encore. Et ça, c'est moins connu que du temps de pif. Mais bon, voilà. Et quand il y a des hublots qui se baladent dessus,
bah, le témoin qui n'a jamais vu ça et qui n'est pas de la génération X, bah, ça ne va pas pour lui, quoi, il ne comprend pas. Donc là, c'est typiquement l'objet lui-même qui est étrange pour ce témoin-là. Pas pour d'autres, mais pour lui. Là, ben là c'est quoi? Vous connaissez la question. Hein, tous ces gens-là, ils n'ont pas vu l'étrangeté. Il y en a une étrangeté là quand même. Hein. Mais ces gens-là n'ont pas vu l'étrangeté. Le témoin non plus n'a pas vu l'étrangeté. Par contre, il est rentré à la maison, il a regardé les photos. Et en voyant la photo, il a vu ça. Donc ça, il y en a eu beaucoup aussi. Hein, c'est quoi? C'est des phénomènes de reflets dans les optiques. C'est-à-dire que cette lumière importante-là se réfléchit par rapport au centre de l'objectif et crée un espèce d'artefact. Bon, aujourd'hui, on a passé tellement de temps à expliquer tous ces cas de photos et de vidéos, on y est pratiquement toujours arrivé. On considère qu'il vaut mieux passer du temps à écouter les témoignages. Prendre les photos lorsqu'elles accompagnent un témoin, mais on ne prend plus les photos seules. On préfère attribuer nos ressources à des témoins. Et tant mieux si les témoins ont des photos. Mais une photo seule, on la prend. On peut la regarder pour s'assurer que vraiment il n'y a pas une étrangeté unique, mais en général, on voit venir le truc. Voilà, on les prend. Pareil pour les vidéos. Ça, c'est une vidéo. C'est un insecte. Ensuite, d'autres choses. Bon, ben voilà, ça au début, quand on ne connaît pas, on ne reconnaît pas toujours les tirs laser. D'autant que les lasers, ils ont la fâcheuse idée de... Des fois, ils sont visibles par les impacts, des fois, ils sont visibles par les faisceaux. Ça dépend des conditions atmosphériques. Ce n'est pas toujours des gens qui s'amusent, hein. C'est aussi des gens qui travaillent. Là, on voit bien la moissonneuse-batteuse. Mais il y avait une configuration, on ne la voyait pas. Toujours ces objets qu'on n'a pas l'habitude de voir, ben, les météorites. Bon, vous connaissez bien les météorites ici, heureusement que l'atmosphère est là, hein, parce que sinon on serait tout comme la Lune, hein, on aurait plein de cratères. C'est l'atmosphère qui arrête les météorites, et au passage, ça produit ces beaux panaches. Bon, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On a les caméras, on sait les... C'est pas le GEPAN, hein. Le GEPAN, à un moment donné, il avait sa propre caméra, mais aujourd'hui, il y a tous les réseaux qui vont bien. Et on coopère avec ces réseaux-là. Vous voyez, ça permet d'avoir une détection optique. Et puis il y a aussi des logiciels, il y a aussi des sites qui enregistrent les témoignages. On a même du radar désormais. Ça c'est top, on a à la fois l'optique et le radar. Voilà. Les rentrées atmosphériques, c'est quelque chose qui est fabuleux. Ça peut faire des panaches. Alors aujourd'hui, on le sait. On le sait depuis la rentrée de la TV. La TV, c'est le premier cargo ravitailleur des stations spatiales créé par l'Europe. Donc on le maîtrise bien celui-là. Et ce cargo ne sert qu'une fois. Il est lancé, il va à la station spatiale, il amène tout ce qu'il faut, il prend tout ce que la station spatiale ne veut pas, puis il redescend et il se consume dans l'atmosphère. C'est comme ça qu'il ramasse tout. C'est comme ça qu'il récupère tout. Et là, on a des photos, on voit très bien ce qui se passe, tous ces fragments. Et là, par contre, c'était le témoignage de 1990. Et ce que l'on faisait à l'époque, on demandait aux témoins, on le fait toujours, hein, on demande aux témoins de nous faire sur une photo de jour, de nous décrire sur une photo de jour ce qu'il a fait de nuit. Ça nous permet de bien configurer la taille, voir où il était par rapport aux objets, par rapport. Et on s'est rendu compte que les témoins avaient toujours tendance à remplir les points, c'est-à-dire que par rapport à une réalité qui semblait être des points lumineux disjoints, ils remplissaient une forme. C'est assez systématique. Bon, c'est un phénomène de perception qui est bien connu. Le cerveau est plus à l'aise avec une forme terminée, un triangle, plutôt que 3 points. Voilà. Là, je vous parle de témoins lambda, mais je vais vous le dire tout de suite. Le témoin dont je vous parle ici, c'est vous. Vous, vous êtes bien dans la partie, je vois. Mais c'est monsieur et madame tout le monde. C'est des gens qui, la plupart du temps, n'ont rien demandé. N'ont rien. Et ont été témoins de quelque chose. Toute sociologie confondue. L'homme des champs, l'ingénieur, le pilote. Et là, c'est le pilote. Qui, eux, ont vu des choses comme ça, mais avec une rentrée d'une fusée de protons. Voilà. Donc, c'est vrai que la première fois, c'est l'empereur.
Donc on en a d'autres, hein. Là c'est... Oula. Bon. Oui, c'est bon. Les satellites, tout à l'heure je vais dire les satellites qui rentrent dans l'atmosphère, c'est-à-dire les gros satellites, même les petits rentrent, mais c'est surtout les gros qui font ce panache. Mais les satellites, ils sont pas faits pour rentrer, ils sont faits pour orbiter et rester en orbite. Ils peuvent surprendre aussi. C'est vrai que s'ils sont très gros, ils font une belle lueur, en particulier la station spatiale. Ils peuvent surprendre parce qu'ils clignotent. Alors on s'attend à ce qu'ils ne clignotent pas. Si un satellite tourne, il est éclairé par le soleil, il peut clignoter. Certains satellites ont des panneaux solaires. À un moment donné, dans leur trajectoire, de manière très fugitive, le panneau devient un magnifique miroir du soleil. Et là, ça peut... Moi, ça m'a surpris la première fois. Et là, ça peut faire une étoile polaire plus. Ça peut faire Sirius plus. Très lumineux. Alors, on peut aussi avoir des perceptions de ce changement de trajectoire, on va y revenir. Là, c'est la fusée Ariane 5 qui a été vue au-dessus, au large de la Réunion. Et cette fusée est en train de larguer toutes les argoles qui lui restent. C'est le procédure, c'est le protocole. Quand la fusée a terminé son travail, elle arrête de pousser, elle vide tous ses réservoirs. Et ça crée ces choses-là. Alors voilà un témoin qui nous dit « Mais j'ai vu un satellite. C'est sûr que j'ai vu un satellite. Mais il zigzague. » Et il a raison, un satellite, ça ne peut pas zigzaguer. Il nous dit « Le satellite zigzague. » Alors le phénomène, il est... Alors on change de registre là, mais non. On n'est plus sur l'étrangeté, c'est la source. L'étrangeté, la source a fait quelque chose, mais l'étrangeté vient de ce qu'il y a derrière. Et là, c'est pas le satellite qui est étrange, c'est qu'il zigzague. Et en fait, le satellite ne zigzague pas. C'est le phénomène d'autocinétique. Il a un autre nom, peut-être plus scientifique. C'est que nos globes oculaires, décidément, ce micro, nos globes oculaires n'arrêtent pas d'osciller. C'est un dispositif physiologique, Dieu merci. Et le cerveau, lui, il reconstitue, il rend fixe les choses qui doivent l'être. Le cerveau, il sait très bien que la porte, au fond, elle ne bouge pas. Voilà. Et si vous mettez d'une salle, d'une audience dans une salle noire face à un petit point lumineux, ben, certains vont dire il bouge, certains vont dire il ne bouge pas. Parce qu'il est tout seul, les gens sont dans le noir. Il n'y a rien qui permet de reconstruire correctement. Le cerveau n'a pas les moyens de distinguer si vraiment ça bouge pas. Donc, un coup sur deux, il laisse passer. Donc, des coups sur deux, ça peut bouger. Voilà. Donc, notre cerveau est très intelligent, il reçoit les signaux, il sait très bien ce qui est fixe, et donc il rétablit la vérité. Mais lorsque c'est un point lumineux tout seul, il ne sait pas faire. Mais pour un satellite, c'est un peu ça. Si le satellite est un peu isolé, et c'est un peu ça pour une trajectoire aussi. On peut la rendre oscillante. En l'occurrence, là, le témoin nous a décrit ce qu'il avait vu, parce que c'est pareil, on lui demande de faire un dessin, et on voit bien, on a retrouvé la trajectoire exacte. C'est un satellite. Bon, les avions, normalement, c'est simple. Mais non, les avions ne sont pas simples du tout. Vous n'en avez pas marre de ce... C'est bon, je continue? C'est bon? Les avions, c'est pas simple du tout. Parce que, certes, il y a un éclairage normalisé. Bon, enfin, il y a des avions, des hélicoptères, certains avions militaires qui ne sont pas aussi normalisés que d'autres. Et puis, il y a des angles de vue un peu particuliers. Donc, ça peut être très curieux. On verra quelques exemples tout à l'heure. De jour aussi, hein, les avions qui ressemblent à des cigares. Bon, là, on voit qu'il y a bien des ailes, mais enfin, des fois, avec l'éclairage, on ne voit pas d'ailes. Bon, là, c'est un phénomène un peu plus compliqué. C'est les témoins, et les témoins, ils voient tout ça, lui. Il dit tout ça, hein, il bouscule son voisin, t'as vu. Puis il y a ce truc-là qui suit l'avion. Hein. Ben, ce truc-là, c'est quoi ben, c'est connu, hein, bon, c'est assez connu. C'est le soleil qui se réfléchit sur une mer de nuages. Et cette réflexion, elle est forte dans le sens opposé, en rétrodiffusion, c'est-à-dire vers le soleil. Donc le témoin qui la voit, c'est qu'il a le soleil dans le dos. Il est dans l'axe soleil, tâche. Donc s'il a le soleil dans le dos, ça veut dire que son ombre à lui se projette aussi dans la tâche. Donc la tâche, c'est la réflexion du soleil. Et dans cette tâche-là, il y a son ombre à lui. Là, on ne la voit pas. Mais dans d'autres cas, on voit l'ombre. Mais quand il est dans un avion, c'est l'ombre de l'avion.
Alors vous avez une belle tache lumineuse, et puis dedans vous avez un vaisseau. Impressionnant. Hein. Et puis ça, ben ça c'est l'ombre, la véritable ombre de la traînée de l'avion. Donc ça donne vraiment l'impression d'un vaisseau qui suit l'avion. Plus compliqué c'est celui-là. Alors celui-là j'en parlerai si on me pose des questions, ça prend un peu de temps. Là on a l'impression que l'OVNI là, il chasse l'avion, puis il va tout droit, il fonce tout droit. Ça c'est pas une photo. Hein. Enfin c'est une photo mais c'est visuel, hein. Les gens l'ont vu comme ça. Bon, et puis, bon voilà, après, qu'est-ce que... Bon, on l'a vu tout à l'heure, non, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont vu les témoins tout à l'heure? Ils ont vu les lanternes taille, qui sont bien connues. On aimerait qu'elles soient moins connues, parce que, franchement, une zone de boulot. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire, il faut quand même expliquer aux témoins ce qu'ils ont vu. Vous avez vu, les témoins, ils sont raffolés quand même. Et c'est notre boulot. Alors, ce que l'on trouve souvent dans les GEPAN, c'est pratiquement à écrire en lettres d'or dans les affaires d'ufologie. C'est la problématique de la perception de distance. Et c'est vrai pour tout le monde. En premier lieu, les pilotes. Je ne pense pas en premier lieu, mais c'est ceux qui s'expriment le plus en termes de vitesse et de distance. On ne sait pas estimer la distance de quelque chose qui est inconnu. Quelque chose que le cerveau ne reconnaît pas, ne peut pas se voir attribuer une distance. Nos yeux attribuent des distances par le fait qu'on ce qu'on appelle la vision stéréo. Mais la vision stéréo, parce qu'on a deux yeux. Mais la vision stéréo, au-delà d'un mètre, ça ne marche plus. Si on attribue une distance, c'est parce qu'on reconnaît l'objet. Nos yeux nous donnent qu'une information angulaire. Et nous disent, ce que je vois se trouve dans un cône qui est plutôt là, et de cette taille. Donne une information angulaire. Et dans ce cône, ben si dans ce cône, je vois le parking, là, dans ce cône, je reconnais une Golf ou une Clio, comme je sais la taille de la Clio, fait 2-3 mètres, je sais dire à quelle distance est la Clio. Mais si je ne connais pas l'objet, il est dans le cône. Il peut être petit, proche, ou immense, très loin, tout en restant dans le même cône. L'information angulaire des yeux ne me permet pas d'estimer la distance. Si ça ne permet pas d'estimer la distance, je ne peux pas estimer la vitesse, et pas l'accélération. Il y a beaucoup d'étrangetés qui sont dues à un mécanisme consistant, qui part d'une évaluation de distance, et donc de vitesse, et donc d'accélération. Ce que font les témoins, c'est, à partir d'une information oculaire, et d'idées qui se font de la chose, il la projette à une certaine distance. Ce témoin-là, il connaît les avions. Il les voit passer, ils sont très bas, il les connaît. Il peut connaître les satellites. Il se trouve que l'avion et le satellite passent à peu près à la même vitesse, angulaire. Si maintenant il passe une lanterne taille qu'il n'a jamais vue, il n'a jamais vu une lanterne taille, il ne va pas la projeter à 200 mètres d'altitude, il ne sait pas à quelle altitude c'est. Il la projettera probablement dans le référentiel que lui il a, celui de l'avion ou celui du satellite. Dans les deux cas, compte tenu du fait qu'une lanterne taille sur un plan angulaire, c'est assez gros, s'il le projette à l'altitude d'un avion, il va se trouver avec quelque chose d'énorme. D'où et ça va créer des étrangetés. C'est assez simple, mais c'est fondamental. C'est pour ça que je me permets d'insister. Bon, après, il peut y avoir des mécanismes d'interprétation. Le témoin, là c'est un témoin qui a vu passer un troupeau de lanterne taille. C'est assez rare qu'on aille aussi loin, mais c'est vrai que les points lumineux multiples se prêtent bien à des interprétations assez détaillées. Alors, un autre mécanisme mental de reconstruction qui arrive aussi pour tous les témoins, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle un déplacement du témoin et une première étrangeté, le témoin est en voiture, une première étrangeté amène à ce que le témoin ne reconnaît pas le pan. Alors, ça peut être une lueur, un astre, ça peut être même, on a trouvé ce cas-là avec des gendarmes, des policiers en haut du Mont Ventoux. C'était le soleil, mais pas le soleil tout rond, simple. Si c'est le soleil tout rond ou la lune toute ronde, tout le monde la reconnaît. C'est toujours dans des contextes, des nuages, des brumes. Donc il commence par ne pas reconnaître le pan et lui attribuer une mauvaise distance. Donc le pan, c'est un astre, c'est très loin. Il l'attribue à 100, 200 mètres, 300 mètres, 1 kilomètre, peu importe. Et puis il avance en voiture. Mais comme le pan il est très très loin, c'est un astre,
Quand vous êtes en voiture et que vous avancez et que l'astre il est là au coin de la fenêtre de votre voiture, vous avez beau avancer, il sera toujours au coin de la fenêtre. Il peut que vous ne changez pas de direction, bien sûr. Il sera toujours au même endroit. Donc, vous le voyez à 100 mètres, vous avancez à 80 à l'heure, 100 à l'heure, il est toujours là. Donc, vous dites, mais attendez, il est en train de me suivre, le Gugus là. Donc, il est là. Vous arrêtez, il s'arrête. Il est au coin de l'arbre, il est au coin de l'arbre. Vous redémarrez, il est là. Et ça peut se créer un mécanisme de il me suit. Ça peut être amplifié par d'autres phénomènes. Hein. Il y a des cas plus compliqués encore. Voilà, là, il me suit, hop, là, la voiture, il y a un obstacle, il y a des bois, tout ça. La personne a perdu son référentiel de navigation, enfin, c'est plus, vous voyez, c'est plus si elle va à l'est ou à l'ouest, tout ça. Il se trouve que là, la route, qu'à la sortie d'un virage, ben, le pan, il se trouve sur la route. Et là, c'est déjà la personne qui est un peu effrayée de ce pan qui le suit. Mais là, c'est pire encore. Il m'attend maintenant. Il s'est mis au bout de la route, il m'attend. Mais je rigole, mais je peux comprendre. Quand vous êtes rentré dans cette mécanique-là, ça va très loin. Et c'est arrivé à tout type de population, y compris des gendarmes, des policiers. Donc voilà, le travail, je pense, c'est donc d'essayer de tout comprendre. À partir de quoi? À partir d'un récit, très souvent. D'un récit d'un témoin, alors il peut y avoir des photos, mais très souvent on n'a que le récit. Et ce témoin part d'une vision, part d'une perception. Ce que l'on essaie de comprendre, c'est ce qui a pu, parce que tout ça est étrange, ce qui a pu créer l'étrangeté au point de départ et puis par la suite. Déjà la vision, c'est rare qu'on ait des témoins dont ça arrive, on se rend compte que le témoin ne voit pas bien. C'est quand même important de savoir si le témoin il voit bien ou pas bien. Bon, c'est pas tellement ça, en général on s'en rend compte assez vite. Il peut y avoir des tâches dans la perception, dans la tâche rétinienne. Après, les phénomènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, l'autocinétique, l'illusion d'optique, de distance, de pivot, je vais revenir sur le phénomène de pivot tout à l'heure, ce sont des reconstructions mentales que le témoin est amené à faire. Parce que le témoin, face à l'étrangeté, moi je suis témoin, j'essaie de comprendre. J'essaie de donner du sens. Je donne du sens à ce que j'ai. Et donc il y a des reconstructions mentales qui peuvent être fausses. Des fois elles sont plus, des fois elles sont fausses. Comme tout à l'heure, la boule suiveuse, le fait que le témoin pensait que l'astre le poursuivait, le pan le poursuivait. Ça, c'est des mécaniques qui sont rapides. Au moment même, l'étrangeté jaillit. Très rapide. Et puis, il y a une interprétation qui peut se faire, qui peut être fonction de ce que le témoin a perçu, et puis peut-être aussi de ce que le témoin, la représentation qu'il peut donner à tout ça. Quand un témoin décrit quelque chose qu'il ne reconnaît pas, il décrit ce qu'il a perçu, mais il met des mots, il met des représentations. Et plus ce qui a été perçu, moins ce qui a été perçu est net, plus le composante représentation peut l'emporter. Donc c'est là qu'il est important de connaître bien partager entre l'enquêteur et le témoin, tout le schéma de représentation que peut avoir le témoin. C'est pas la même chose si le témoin il connaît bien les astres, les avions, s'il connaît les ovnis, et ainsi de suite. Ou s'il a fait de la science-fiction, comme on disait tout à l'heure. Je ne dis pas que le témoin n'est pas d'observation, je dis, il nous donne des mots, il nous donne des codes à lui pour expliquer ce qu'il a vu. Il faut qu'on essaie de les comprendre. Et quand on est 3 ou 4 mois après, il se passe autre chose. Le témoin a pu chercher, surtout s'il est dans un état de très forte anxiété, il a pu chercher sur Internet, se documenter, donc il est allé plus loin dans sa présentation. Il peut être entré dans des explications auxquelles il a pu adhérer, se convaincre. Il peut avoir des mécanismes de croyance qui sont arrivés. On en parlera. Dans tout ça, il y a la mémoire. La mémoire est un point très important, évidemment. Le témoin nous parle de ce qu'il a vu il y a quelque temps. C'est pour ça qu'on essaye d'arriver vite, nous. Dans la mémoire, il y a un mécanisme qui est important, c'est le faux souvenir. C'est-à-dire que le témoin peut très bien, vous comme moi, tu vas parler, le témoin c'est vous et moi. Le témoin peut très bien, en train de parler, raconter ce qu'il a, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit les premiers, nous, raconter ce qu'il a, son observation.
Et s'il est interrompu, nous on essaie de ne pas interrompre le témoin. S'il est interrompu par quelqu'un qui lui dit oui, ce jour-là, il n'y avait pas ça, le témoin dira non, il n'y avait pas ça, mais le coup d'après, il pourra intégrer ce que disait la personne qui a interrompu, il pourra intégrer le fait qu'il y a tout ça. Faites très attention à ça, ça fait partie de notre méthode, de ne pas interrompre le témoin lorsqu'il témoin évoque ce qu'il a vu. Bon, il y a tout le vocabulaire, la question du témoin. Donc tout ça, ce sont des éléments qui interviennent dans notre travail. Et au terme de tout ça, nous avons une classification des cas. Vous le savez, cette classification, elle est bien référencée aujourd'hui, hein, elle est utilisée un peu partout. Lorsque nous avons expliqué l'observation, c'est-à-dire que nous avons construit une hypothèse qui, je vous le rappelle, est basée sur un phénomène, voire plusieurs phénomènes en cascade, ou assemblés. Un phénomène, c'est la foudre en boule, bon, c'est la foudre en boule terminée, voire plusieurs. Il y a le phénomène d'illusion, enfin de constitution mentale, d'électrocinétique, ainsi de suite, qui sont juste à poser. Donc là, quand on a cette explication-là, cette hypothèse-là que l'on juge avec une très bonne probabilité, on dit que le phénomène est expliqué. Si on a la preuve, encore plus, il est encore plus expliqué. Ça, c'est le phénomène A. Ensuite, nous avons le phénomène B. C'est un phénomène pour lequel nous avons une explication, mais on considère que la force de cette explication est moins forte. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose que l'on juge probable. C'est plutôt expliqué que non expliqué. C'est de fortes chances que ce soit expliqué par ça. Mais ce n'est pas de la même probabilité. Donc en gros, une probabilité comprise entre 0,5 et 0,75, phénomène B. Et lorsque, au terme de tout ce que je viens de vous dire, là, on ne trouve pas d'explication, on en trouve, bon, comme tout à l'heure, l'hélicoptère, mais pourquoi il serait là et tout ça, bon, on préfère à la fin dire rien, on ne sait pas, et c'est potentiellement inexpliqué. C'est là qu'on peut rentrer dans la catégorie du pan inexpliqué. Alors, il y a une autre considération importante dans le jeton. Alors, on peut avoir du étrange, voire très étrange. Très étrange, c'est vraiment très étrange, c'est lorsqu'il n'y a aucune hypothèse qui colle. On a une hypothèse qui marche. Alors, il y a une autre considération qui rentre en ligne de compte, c'est la consistance. Consistance, c'est-à-dire, on essaie de voir ce que le témoin amène au l'enquêteur. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Un exemple imagé, fictif. J'ai un témoin qui vient me voir, il me dit voilà, j'ai vu une soucoupe volante, venez vite, venez chez moi, on va regarder ça ensemble. Ok, il y a des hublots, tout ça. Et puis j'arrive, et puis je les laisse, ils parlent un peu, et puis ils ne donnent pas beaucoup de détails. Donc je finis par lui poser des questions, on les fait toujours à la fin uniquement. Et là, il me répond tout de suite, mais là, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais en mobilette, c'était la sortie d'un virage, la nuit, je l'ai vu dans le rétroviseur, il y avait un camion derrière moi qui m'éblouissait. Bon, alors là, je me dis, attendez, mais il n'a pas grand-chose à me dire, ce garçon. Il n'a pas beaucoup d'informations à me donner. Le même témoin qui me dit, je l'ai regardé pendant 20 minutes, je suis toujours le fictif, hein. J'ai fait des dessins, j'ai eu le temps de bien regarder, les conditions étaient bonnes, c'était impeccable. Celui-là, il a une information. Mais je continue. Celui-là même qui a l'information. Si après, le lendemain, il m'aurait dit autre chose, différent. Il me rajoute des détails qu'il n'avait pas. Et puis après, il me dit qu'il envoie toutes les semaines. Et puis, c'est plus du tout cohérent. Là, je me dirais, mais il y a de l'information. Mais est-ce qu'il est fiable? Donc, la consistance, c'est le degré d'information et le niveau de fiabilité de cette information. C'est ça dont on a besoin. Et le principe qu'on se donne, c'est un principe de bon sens, mais pas seulement. C'est que plus l'observation est extraordinaire, plus il faut que le témoin amène de la consistance. Que le cas amène de la consistance. Ce n'est pas uniquement le témoin. La consistance peut venir des traces, peut venir des photos, peut venir du radar. Alors bon, c'est une phrase d'un dénommé Carl Sagan. Alors, à la fin, vous voyez ce diagramme, là, je vous dis, dans notre méthodologie, les deux axes de méthodologie, c'est donc de côté l'étrangeté et de côté la consistance. L'étrangeté, alors c'est pas beaucoup de mathématiques. L'étrangeté, c'est le complément à 1 de la probabilité la plus forte, de l'hypothèse la plus forte. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un hélicoptère.
Ça aurait pu être un hélicoptère qui rentre de vadrouille et qui laisse traîner le projecteur et tout ça. Fait le tour, probabilité que ça arrive, c'est pas exclu, mais enfin si c'est 30% de probabilité, c'est bien le maximum. On dira que ce cas est étrange à 70%. Complément à 1 de 30, c'est 110. Voilà. Donc plus un étrange, dès qu'un cas a une étrangeté supérieure à 0,5, il fait partie de l'étrange. Dans la cotation de l'étrangeté. Mais je viens de vous dire qu'on cote aussi la consistance. Et quand je vous dis, plus c'est étrange, plus il faut que ce soit consistant, pour pouvoir qualifier le cas, c'est traduit par ce schéma-là. Tout ce qui est classé ici. Là, on sait, c'est ce qu'on appelle l'inexploitable. C'est pas de même nature. Inexploitable, c'est pas qu'on l'a classé, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est que le témoignage n'est pas exploitable. Alors, soyons bien clairs. Pourquoi on fait un classement inexpliqué? On veut que quelque chose qui est qualifié d'inexpliqué attire l'attention. On veut que ce soit des cas sur lesquels le chercheur se penche, vienne voir, que l'on puisse montrer. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Si vous avez, je sais pas, si vous êtes dans une basse-cour et que vous avez dans votre jardin, je sais pas, dire, vous tapez sur la main le coq et le fait cocorico, on voit que c'est pareil, c'est un peu singulier, quoi, c'est pas tous les jours que ça arrive. Je suis pas sûr que ça déplace un zoologiste. Par contre, si vous avez, en tapant sur la main, le poisson rouge qui sort d'un bocal et qui va dans un autre bocal, là, le zoologiste, il aura envie de venir. Mais il vous demandera, avant qu'il vienne, il vous demandera quels sont les éléments de preuve. Qu'est-ce que vous avez comme élément qui l'atteste? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce que ça se reproduit tous les jours? Est-ce que je peux le voir? Et dans le domaine scientifique, que je connais mieux d'avant, le spatial, vous avez des manips spatiales, des instruments spatiaux, qui sont construits pour vérifier si la théorie du moment tient la route. Les grandes théories d'Einstein, les théories sont très vieilles, certaines sont récentes, de la relativité, des choses comme ça. Elles sont construites pour vérifier dans l'espace, à un moment donné, est-ce que ça peut être violé? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir un événement qui fait que la théorie ne marche pas? Les scientifiques, ils veulent voir s'il n'y a pas une anomalie, parce qu'ils la questionnent, la théorie. Ils font cet instrument. Le jour où l'instrument met en évidence une violation, toutes les équipes du monde entier vont poser une seule question. Montrez-moi l'instrument. Montrez-moi comment il est fait. Montrez-moi le modèle d'erreur. Montrez-moi que l'instrument n'est pas en train de créer une erreur. Et la bataille des publications se fera entre l'équipe qui a fait l'instrument, qui montre son modèle d'erreur, et toutes les autres équipes qui ne l'ont pas fait, qui essaient de comprendre le modèle d'erreur. Et c'est ainsi que, récemment, il y a eu pendant quelque temps une violation de neutrinos qui avait traversé les Alpes, entre deux observatoires en France et en Italie. Ils avaient déplacé les Alpes, ils avaient traversé les Alpes, le neutrino traverse, mais à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Les équipes ont cherché la consistance. C'était étrange. Je ne comprends pas, il n'y a pas de science pour l'expliquer. Donc c'est très étrange. Consistance. Montrez-moi vos instruments. Et ils sont penchés dessus. Et l'équipe qui a fait l'instrument, elle était contente. Parce qu'elle savait que si elle veut faire passer cette anomalie, la rendre possible, la rendre admise, il faut qu'elle fasse la preuve de sa consistance, de son instrument. Et au bout de tout ça, les équipes qui sont venues se pencher sur la question ont mis en évidence que l'équipe en question, de bonne foi, parce qu'elle ne peut pas tout vérifier, elle s'était trompée dans une mesure de longueur de câble. Ce qui fait que les horloges ont compté un temps supérieur à ce qui était... Enfin, on mal compté le temps. Et voilà. Mais ça a pris du temps. Tout à l'heure, ce matin, on disait, il y a une amplitudeur. La science fonctionne avec des amplitudeurs. Une science fonctionne avec des possibilités, des hypothèses qui sont mises devant, traduites de la communauté scientifique et d'autres scientifiques qui essaient de s'assurer, voir s'il n'y a pas d'erreur. La controverse fait partie de la science. Tout ça pour dire que nous, cette catégorie inexpliquée, pour qu'elle attire, non ce pas parce que c'est étrange, mais parce que c'est étrange et consistant, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire des cas inexpliqués, des cas inexploitables, ceux qui sont marqués C, ils sont dits inexploitables.
C'est bien dommage qu'il soit inexploitable. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup moins. Parce que c'est une matière un peu perdue. Et néanmoins, il faut prendre conscience que le cas qui est classé C, inexploitable, il est quand même qualifié par le GEPAN en termes d'étrangeté. Il a sa cotation. Hein. On a attribué une étrangeté, on a attribué une consistance. Donc vous avez le souci du GEPAN, vous voyez la note en consistance, en étrangeté. Il y a eu un travail qui a été fait dessus. Et c'est vrai que c'est pas pareil, un cas qui est très étrange, mais peu consistant, et un cas qui est près de la diagonale. C'est dans ce sens-là qu'il est important pour nous, GEPAN, de garder la mémoire de ce qu'on a côté étrangeté et consistance, et de s'intéresser de ce qui se passe par là, qui est à la frontière. C'est là où on fait les revisites. On vient voir ce qui se passe. Ce cas-là, pour moi, il est assez important, parce qu'à travers l'expliquer, il vous donne une petite vision de ce que peut recouvrir une certaine forme, d'inexpliqué. Bon, je saute, parce que je vais aller directement à l'illustration. Nous sommes ici avec 3 témoins dans une voiture. Ils sont sur cette route-là. Et ces témoins-là, ils nous disent ceci. Nous avons vu comme une soucoupe volante, c'est leur mot, hein, comme une soucoupe volante stationnaire émettant une cône de lumière. Tout à fait naturel de dire comme une soucoupe volante. La soucoupe volante fait partie du référentiel d'explication. Ça veut dire qu'ils ne disent pas qu'ils ont vu une soucoupe volante. Ils disent que ça ressemblait. Voilà. Ils disent que ça. Qui émettait une cône de lumière. Ils ont fait le dessin. Et puis il y a un autre témoin, bon, qui lui est à part, il est stop avec sa voiture, et lui il voit un triangle. Un énorme triangle lent. Alors ce qui est étrange pour les premiers, c'est bien sûr soucoupe volante stationnaire. Ça c'est étrange, c'est étrange, parce qu'ils ne connaissent pas comment ça peut être stationnaire, et c'est une soucoupe volante. Bon, okay. Et le cône de lumière, c'est ça les éléments d'étrangeté. Pour l'autre, l'élément d'étrangeté, c'est un énorme triangle lent. Voilà. Et nous, notre travail à nous, ben, c'est d'essayer de comprendre ce qui a été. Alors il se trouve que là, un mauvais GEPAN aurait pu s'arrêter très vite. Parce que la chance veut, ce cas se présenter de cette manière-là, que nous avons eu tout de suite un relevé de nos amis de la Défense nationale, du radar, la couverture radar militaire, qui nous a indiqué la chose qui était passée par là, c'est cet avion. Voilà. L'avion est singulier, il est gros, singulier, mais il n'y a pas de doute, il est passé par là au même moment. Donc, le mauvais GEPAN dirait au témoin, écoutez, ouais, vous avez vu un machin stationnaire, ouais, d'accord, ok, mais moi je vous dis c'est un avion. Bon, voilà, vous terminez. C'est pas le boulot. L'avion est passé par là. À ce moment-là, c'est probablement un avion. Mais tant que je n'ai pas expliqué pourquoi le témoin l'a vu comme une soucoupe volante stationnaire, j'avoue qu'il manque un truc. Et que ce n'est pas ça le boulot pour le témoin de lui dire rentrez chez vous, au lieu de voir une soucoupe volante, vous avez vu un avion. Parce que lui, le témoin, il va continuer à vivre avec une étrangeté, je le comprends. Donc le boulot des GEPAN, c'est d'aller au bout, quand il peut. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé ce qui se passait. Ouais, ça va. Expliquer la stationnarité. Pourquoi c'est stationnaire? Là, nous avons pu reconstituer ce qui s'est passé. Nous avons le témoin qui sont en voiture et l'avion qui est dans l'autre sens. La ligne de visée entre la voiture, entre les témoins et l'avion, il se trouve que là, on a pu le vérifier, cette ligne de visée, elle n'arrête pas de pivoter. C'est pas toujours le cas. Là, elle pivote autour d'un point fixe. Et pour les témoins, tout se passe comme si l'objet qu'ils sont en train de voir, qu'ils ne reconnaissent pas comme un avion, était là au milieu fixe. C'est pareil, pour eux c'est pareil. Donc il y a une stationnarité. Donc on peut expliquer la stationnarité. Maintenant, il faut encore expliquer pourquoi l'avion n'a pas d'aile. Hein, il dit c'est rond comme ça. On est le soir, pleine lune. La lune ne se voit pas. La lune est rasante. On a tous les moyens aujourd'hui pour savoir où est la lune, pas de problème. La lune est bien ronde. Elle tape dans le haut des arbres. Elle fait des halos dans les arbres. Mais en même temps, elle réfléchit sur l'avion. L'avion, c'est une grosse boule, cet avion. Et puis c'est des ailes planes, comme un miroir. Quand un objet lumineux est envoyé sur un plan, où il réfléchit totalement, là vous avez un camp bien lumineux, vous ne réfléchissez pas du tout. Quand c'est sur un miroir, le miroir, vous savez, il réfléchit, il ne réfléchit pas. Tandis que la lumière qui vient sur une sphère, elle réfléchit tout le temps.
Et il se trouve que là, pendant ce moment-là, ben, les ailes ne pouvaient pas réfléchir, elles n'étaient pas dans la bonne orientation. Par contre, la sphère se voyait. Donc on ne voyait pas les ailes. Et pour le témoin, ben, ce machin rond, plutôt rond, bien éclairé, un halo dans les arbres, ben voilà, pour lui, il y a quelque chose une causalité, quelque chose, ce truc rond éclaire le halo dans les arbres. Et voilà comment c'est expliqué cette affaire-là. Et pour l'autre, le témoin dans sa voiture, c'est, je dirais, plus simple, plus classique. Moi-même, je me suis fait avoir à Toulouse. Quand vous avez le 380 qui est passé au-dessus de ma maison, je me suis dit, mais il se traîne cet avion, il se traîne. Et tous les avions vont à la même altitude, à la même vitesse, pour une altitude donnée. Sauf que le mécanisme mental, encore là, c'est de dire, d'associer la vitesse angulaire au temps que met la queue de l'avion à prendre la place de la tête. Plus un avion est long, plus il donne l'impression de se traîner. Et là, cet avion, il était rond, puis en plus il volait bas. Vraiment, ça augmentait la perception de lenteur. Alors on aurait pu, voilà, donc il faut aller au bout. Ce témoignage, il est intéressant par sa complexité. Il est intéressant par ce dernier point. C'est la richesse du témoignage, parce qu'il a la fragilité. Bien sûr, on a retrouvé des témoins qui nous parlaient de distance. Mais ça, on le sait. Alors, la particularité ici, c'est que les 3 témoins qui étaient dans la voiture, le conducteur a fait une déposition à la gendarmerie, les gendarmes ont travaillé admirablement. Ils ont fait exactement comme on leur demande de faire. Vous prélevez les témoignages des témoins séparément, pas ensemble, pour éviter la contamination. Donc on a un PV de gendarmerie du conducteur et de chacun des témoins. Le conducteur dit « je me suis arrêté ». Ben, si le conducteur avait été seul, j'aurais été face à une certaine étrangeté à la fin du compte là. Parce que le pivot ne marchait pas. Comment un témoin, en étant à l'arrêt, voit un avion stationnaire? C'est pas possible. Il y a un truc qui ne colle pas. Bon, il se trouve que les 2 autres témoins ont dit non, je vous assure, il ne s'est pas arrêté. Donc du coup, on a fait, bien sûr, une vote majoritaire, on a fait confiance aux 2 autres témoins. Donc voilà, donc l'émotion est telle que par moment, on ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Là, il se trouve qu'il y avait 3 témoins. Mais j'aurais été dans un autre contexte. Un seul conducteur. Il dit que l'avion s'est arrêté. Donc je commençais à avoir un doute dans mon explication. Mais si, dans ce cas-là, vu la trace radar, j'ai la preuve, j'arrive à passer outre. J'ai un doute, c'est peut-être pas un phénomène totalement expliqué, mais en tout cas, probablement expliqué. Il y a un petit doute sur ce que dit le témoin, il a l'émotion, tout ça. Maintenant, si je me trouve loin de l'aéroport, que je n'ai pas la trace radar, et que je suis à même de formuler l'hypothèse d'un avion, mais avec beaucoup moins d'éléments, si je suis près de l'aéroport, je pourrais dire, ben oui, les avions, je regarde à quelle heure ils passent, j'apprends qu'il est passé, ok. Mais j'aurais été très loin de l'aéroport, je peux formuler une hypothèse avion, mais c'est une hypothèse comme une autre. Là, j'ai une hypothèse avion qui tiendrait point, et j'ai un témoin qui dit qu'il ne s'est pas arrêté. Donc, avec des éléments proches, en enlevant quelques petits trucs, je ne peux plus expliquer. Je ne peux pas t'en expliquer. La frontière est ténue. Des fois, ça tient à pas de chance, ça tient à beaucoup de chance. Bon, les observateurs expérimentés, ils sont comme les autres. Alors, il y a toutes ces émissions où on fait venir des pilotes, des astronautes et tout ça. Bien sûr que pour eux, c'est important de savoir ce qu'ils ont vu. C'est leur métier. C'est très important pour eux. Et puis, ils sont dans « je n'ai pas compris ce que j'ai vu ». Et puis, ils ont pu être dans « je n'ai pas compris, mais en plus, on ne comprend pas, on n'écoute pas ». Pour des gens, pour certaines catégories professionnelles, être compris, être crédible, c'est très important. Pour certains pilotes, effectivement, ils peuvent apprécier, partager un témoignage avec d'autres et dans des émissions où ils sont entendus et tout ça. Mais pour autant, la question de la distance et de la vitesse, c'est des erreurs qu'ils peuvent faire comme tout le monde. Nous avons ça. Nous avons ces enregistrements, ce sont des pilotes. Et c'est des contrôleurs aériens. Il y a plusieurs avions. Tout le monde est surpris. Ils font le boulot, les pilotes. Ils doivent le faire, ça. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils doivent le faire. Ils doivent demander au contrôleur. Parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ça peut être une collision. Il y a une lumière blanche. Elle est là. Elle s'approche. Elle grossit. Je dois faire quelque chose. Ils le font. Et je ne veux pas leur reprocher. Quand même après, c'est Vénus. Ils ont fait le job. Là, c'était Vénus. Résultat détaillé, depuis 40 ans, 9000 témoignages, 3000 cas d'observation.
Aujourd'hui, nous expliquons à peu près 63% des cas. Ce qui est gênant, et je fais tout pour l'améliorer, tous mes successeurs feront pareil, c'est qu'on a 34% de cas inexploitables. C'est-à-dire que tout l'effort que l'on fait pour améliorer nos questionnaires, pour amener le témoin à bien expliquer ce qu'il a vu, les outils que l'on donne en ligne, l'information que l'on donne en ligne, on a quand même 34% de cas qui sont inexploitables. C'est ça qui manque de consistance, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'étrangeté qui relève. Des fois, il y en a qui sont inexploitables, mais également peu étranges. Attention, ils ne sont pas tous inexploitables et étranges. Et 3% de cas inexpliqués est en forte baisse. Et je vous ai un peu dit la raison pour laquelle c'est en forte baisse. Les outils nous permettent d'avancer énormément. Nous avons accumulé énormément de connaissances, d'expériences, et c'est vrai que pendant pas mal d'années, on n'a pas eu le temps de la rétrofiter, de la réutiliser sur le passé. Et j'ai entrepris la chose, il y a 2 ou 3 ans, de reprendre à la lumière de la connaissance acquise, dans tous les cas expliqués, d'essayer de voir si on pouvait expliquer les cas anciens. Ça, c'est le bénéfice de la connaissance et de l'expérience. Mais peut-être plus important encore, c'est les moyens numériques. Des cas des années 80, on peut aller très vite, très vite, on peut les retrouver, ce qui s'est passé, ce qui a pu être vu dans beaucoup de domaines, les astres, pas seulement la météo, et choses comme ça. Des fois on y arrive, des fois on y arrive. Donc voilà, alors 7% des cas font l'objet d'enquêtes de terrain. Alors, le GEPAN, c'est pas que des enquêtes. Le GEPAN rend 600 services par an. C'est-à-dire 600 personnes qui ont contacté le GEPAN. Et je trouve que plus les 2/3, le service est rendu quasiment en 2-3 jours, si ce n'est pas une journée. Car ça correspond à des choses simples. Voilà. Et les 200, à peu près un peu moins, 200 font l'objet d'enquête. La typologie de ce qui est expliqué, bon, il y a quand même une grosse partie qui sont des choses portées par le vent, par l'air. Bon, les avions, bien sûr. Les lanternes de taille de moins en moins, les ballons encore pas mal. Après, vous avez le paquet qui est l'astronomie. Ah oui, les astres, c'est vrai que les astres, ça joue beaucoup. Les satellites. Bon, et des éléments sols, hein, des références d'horizons qui sont perdues, qui ne sont pas connues, qui sont difficiles à trouver. Il se trouve qu'on découvre que c'est un bateau. Mais encore une fois, on arrive à moi aussi. Je suis très modeste par rapport à ça, je peux vous dire. Quand je l'ai connu, je l'ai vécu, presque vécu, comme eux. Alors tout ça se trouve dans le site du GEPAN, vous savez. Observation étrange. Moi, ce que est important dans une observation étrange, c'est ça. Alors là, tout de suite, prendre une feuille blanche et dire tout ce qui vous passe par la tête. Ne pas rentrer dans un questionnaire tout de suite. Avec vos mots, vos sentiments, vos perceptions, écrire 15, 20 lignes, 30 lignes, c'est ça qui compte. C'est la meilleure matière. Aujourd'hui, dans les annales de GEPAN, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le texte libre. Bien sûr, on a un questionnaire qui commence par le texte libre et qui après un certain nombre de questions. Je ne vous ai pas parlé de ce que l'on fait lorsqu'on va voir le témoin, pourquoi on y va. C'est un point important, très important, c'est quand on va voir le témoin. Et ça rejoint le point de départ. C'est bien comprendre ce qu'a vécu le témoin. Et être à son écoute. Le mettre en situation de revenir au souvenir, de revenir au fait, de bien se remémorer la chose. C'est une technique particulière, c'est la plus dure pratiquement à apprendre au GEPAN. C'est d'écouter le témoin sans l'interrompre. Et surtout de ne pas faire des questions qui seraient fermées, qui induiraient des réponses prématurées. Ça, c'est quelque chose qui a fallu les entraînements. On travaille dans un laboratoire de psychologie cognitive qui nous apprend à tous, avec des exercices, comment on va écouter le témoin. Pas l'interroger, l'écouter. C'est-à-dire lui donner des consignes, des éléments lui permettant de rentrer, de revivre ce qu'il a vécu. Et ça passe par des consignes assez simples, mais difficiles à formuler, de façon que le témoin rentre bien dans ce que attend de lui. Essayer avant qu'il parte, parce que le témoin il a besoin de se décharger. Avant, typiquement, un des éléments importants, c'est presque le plus dur. Avant que le témoin se décharge dans sa description, parce que c'est une décharge, peut-être qu'on est la première personne à laquelle il peut se confier, on lui demande, écoutez, s'il vous plaît, on va vous écouter, essayez de vous mettre dans l'état d'esprit
juste avant l'observation, qu'est-ce que vous disiez? Vous alliez bien, physiquement, tout allait bien, vous pensiez à quelque chose? Ce sont des éléments qui, mine de rien, favorisent le retour au souvenir. Il y en a d'autres comme ça. Donc le témoignage, c'est pas un projecteur avec le bottin sur la tête comme on a pu voir dans certains films. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment passer du temps avec le témoin. Donc ça, on le fait, c'est peut-être dans mon expérience encore ce qui est le plus riche, et quand on va avoir des témoins. Je continue avec quoi là? Ouais, que j'ai vu, donc ok. Ok, vous savez. Alors on a des KD, qu'est-ce que ça peut recouvrir le KD? Bien sûr, c'est une question importante. Qu'est-ce que, monsieur Gut, on avait parlé des cas inexpliqués. Ok, les cas inexpliqués, alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Les cas inexpliqués, je pense d'abord à mon métier. Si c'est inexpliqué, c'est peut-être parmi les possibilités, c'est que je n'ai pas été assez bon. Est-ce que j'ai pas fait une connerie à mon avis? Est-ce que j'ai bien hiérarchisé les hypothèses? Parce que j'en ai pas raté une. J'en ai raté, mais parce qu'on est plusieurs. On partage, on échange. Et là, il y a un qui dit, mais là, t'as pas passé à ça. Heureusement, on discute. Mais peut-être que je n'ai pas discuté avec les bons. Et je peux passer à côté d'une hypothèse. C'est limite des compétences. Peut-être que le témoin, il y a des trucs qui m'embarrassent. Vraiment, ça serait bien ça, mais il s'est retourné, et puis après, quand il a regardé, ça n'y était plus. Pour que ce soit ça, il faut que ce soit long, tant qu'il s'est retourné, il a fallu qu'il... Ça ne peut pas avoir disparu d'un coup, mon hypothèse. S'il s'est retourné, c'est qu'il a fait quelque chose. Tout est là. S'il s'est retourné longtemps, l'hypothèse tient. S'il s'est retourné rapidement, ça ne tient pas. Si j'aborde la chose de manière trop directe, trop fermée, vous êtes retourné longtemps, on vous donne un chiffre, vous êtes retourné une seconde, c'est mauvais. C'est parce que j'ai fermé la question. Il ne faut jamais, tout simplement, le témoin, naturellement, me dire ce qu'il a fait. C'est le mieux. Et là, il me dira, je suis allé pisser, je vais prendre le chien, par exemple. Il y a un cas où j'ai mal posé la question. Donc je ne saurais jamais combien de temps il s'est retourné. C'est le cas qui est inexpliqué. Une question mal posée au mauvais moment, peut fermer le cas à jamais. Et c'est pareil dans le milieu judiciaire. Ça tient à peu de choses, quelques détails. Il ne faut pas souiller la scène. La scène, c'est l'émotion du témoin, ce qu'il a vécu, ce qu'il a envie de nous dire. Des questions mal posées ou fermées. Quelqu'un est passé devant nous, qui a fait une enquête, qui l'a mal faite, qui a posé plein de questions fermées, et on les voit. Et alors ça allait vite, hein, dites-moi, ça allait vite. Et puis c'est parti très très vite. Bon, le témoin, je ne sais pas trop, mais il finit par dire oui. Ouais, ça c'est pas bon, parce que le coup d'après, il dit toujours oui. Il ne faut jamais les questions fermées. Des fois, on n'a pas assez de temps, hein, de dire, il y a des cas qui font 300 heures, 400 heures, au bout d'un moment, on pause, quoi. Bon, heureusement, c'est pas trop... Il y a des cas où on est obligé d'arrêter. Canular, alors le canular, c'est facile. Le canular, il y en a très peu. Le canular, c'est... je ne me parle pas. Par contre, on les voit tout de suite. Il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, ce matin, Pascal, tu parlais de cette dame-là. T'es où, Pascal? Tu parles de cette dame qui a parlé de son chien, il y avait son chien, c'était à elle. Qui dit avoir vécu une expérience étrange. Bon, nous on ne va pas s'intéresser à un cas comme ça. La dame dit qu'elle a envoyé son témoignage au GEPAN, elle ne l'a jamais envoyé. Donc pour nous, il y a quelque chose dans la fiabilité qui pose problème. C'est un élément, on fait avec ça, mais quelqu'un qui commence à dire des mensonges, je veux te dire, si là-dessus elle n'est pas claire, peut-être qu'elle n'est pas claire sur d'autres trucs, quoi. Bon, ceci dit, il y a aussi la photo qui fait que, visiblement, ça ne colle pas du tout. Juste pour rectifier, effectivement, nous sommes d'accord, la photo est un reflet sur une vitre. Hein. Oui, mais en plus, la photo est une chose, mais en plus, elle dit qu'elle a écrit au départ, rien. On a vu la photo par le journaliste. On voulait la photo authentique, on n'a jamais vu. Nous aussi. Mais elle dit qu'elle a envoyé. Voilà. Donc, ce sont des éléments, c'est pas un canular, attention, hein. La personne est sincère, elle est dans les franchetés. Le canular, c'est une personne qui n'est absolument pas dans les franchetés. Il a envie de la créer. C'est différent. Le canular, la personne dont on parle, elle est probablement, elle est sincère au sens qu'il y a bien quelque chose qui l'a troublé un jour. Après, derrière, elle en rajoute un peu, elle décolle un peu son truc. Le vrai canular, c'est celui qui n'a rien vu, qui l'invente. Les mythomanes,
C'est un poil plus difficile à identifier que le canular, mais on y arrive aussi. Non, l'hallucination, c'est très compliqué. Parce que l'hallucination, c'est quelque chose qui n'est pas toujours pathologique. Hein. L'hallucination, ça peut arriver à tout le monde, vous comme moi. Hein. Il peut y avoir des éléments, la personne n'est pas parfaitement cohérente dans sa vie, dans tout. La seule chose qui est étrange, qu'elle a eu étrange une fois dans sa vie, c'est ce qu'elle vous dit. Hein, et c'est très étrange, pourtant, on ne peut pas dire que c'est l'hallucination. Alors avec les psychologues, on y arrive un peu quand même. Les psychologues sont capables, en écoutant la vidéo, l'audio, donner des éléments, des indices d'hallucination. Quand la personne, elle est un témoin standard, il est dans l'étrangeté, dans l'émotion, il décrit ce qui lui arrive, mais c'est comme s'il ne pouvait pas le toucher, quoi. C'est comme s'il y avait une barrière transparente, il est dans l'étonnement, il est vraiment dans l'émotion, voilà, mais c'est comme si c'était derrière une vitre. Tandis que quand il y a hallucination, des fois il y a interaction psychologique avec l'événement. La personne vous le décrit, mais comme il y a une interaction, comme si ça rentrait dans sa vie, tout ça. Là, je ne suis pas spécialiste, mais je crois comprendre que ce sont des indices de l'hallucination. Qui n'est pas toujours pathologique, attention. Donc ça c'est plus compliqué. Pardon, j'ai oublié les choses dans l'hallucination. Phénomène naturel inconnu, ben oui. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on comprend plus tard. La foudre en boule, par exemple. Vous savez, à Esdalen, en Norvège, il y a une vallée où il y a en permanence des pans inexpliqués. Ça se passe en Norvège. Il y a des lueurs rouges, on cherche toujours ce que c'est. C'est pratiquement un endroit au monde unique. Personne n'arrive à comprendre pourquoi il y a ces lueurs qui sont photographiées. Mais là, on a un de nos experts qui travaille là-dessus, sur la plasma, phénomène naturel, qui pour le moment n'est pas compris. Mais là, c'est un terrain qui est vachement bien parce qu'il se reproduit. Donc les scientifiques sont contents parce que ça se reproduit, ils vont pouvoir essayer d'y arriver. Ou des phénomènes connus dont l'effet visuel était jusqu'à présent inconnu, ou est encore inconnu. Les lasers, pendant très longtemps, on ne comprenait pas l'effet des lasers. On savait que ça existait, mais on ne comprenait pas l'effet des lasers. Il y a certains effets de ballon Millard, des comportements qu'aujourd'hui on les comprend parce qu'on a des témoignages qui ont été enregistrés avec des preuves. Donc on a vu des phénomènes se produire et on a appris, c'est pas de la science, hein, c'est purement de l'expérience, on a appris les comportements, les effets bizarres que ça pouvait créer dans le ciel. Et puis, des phénomènes dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, des vaisseaux spatiaux d'origine inconnue, extraterrestres. Le GEPAN que je représente ne peut pas vous dire que ça n'existe pas. Comment il le dirait? Il peut vous dire qu'il n'a pas de preuve que ça existe. Lui, il n'a pas de preuve. Le GEPAN n'a rien qui ressemble à une preuve de près ou de loin à un extraterrestre, dans ce qu'on a. Mais on dit aussi, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Quand c'est inexpliqué, c'est inexpliqué. On ne peut pas dire plus que ça. Alors, les extraterrestres, vous avez compris, je ne mets pas beaucoup. C'est toujours ça qui est frustrant dans les conférences de GEPAN. C'est que beaucoup viennent nous voir pour qu'on parle d'extraterrestres. Et c'est ballot parce qu'on n'en parle pas. On n'est pas pour en parler. Mais pour autant, ça fait partie du job. L'extraterrestre, il est dans notre boulot. On a des témoins, l'émotion est forte, on peut sentir que de manière sous-jacente, il y a cette question. Elle est là. Et tellement, des fois, elle peut être formulée, martelée. Dites-moi, c'est bien ça? On a à gérer ça. Et on a les médias. Les médias, la plupart du temps, sur ceux qui les intéressent, c'est de savoir si on a vu les extraterrestres. Donc toujours, par une question détournée, oui, c'est bien beau, mais extraterrestres. Donc c'est souvent nécessaire pour les médias, certains médias, pas tous heureusement, pour faire l'accroche du journal. Donc on doit gérer l'hypothèse, on doit gérer avec grand respect. Parce qu'au bout du compte, le témoin dans son émotion, s'il formule cette question, c'est toute noblesse. C'est un peu la question, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? Et je trouve la question très noble. Je la respecte. Alors, il va un peu plus loin, il formule une réponse. C'est la sienne. Elle lui donne du sens. Et j'ai envie de dire que ce témoin-là peut vivre mieux que d'autres qui n'ont pas cette réponse-là.
Je dis que c'est une croyance, ça n'appartient pas à la connaissance. Mais la croyance, ça peut aider au sens, pour certains témoins. Et ça se respecte. Ça se respecte moins quand les mêmes témoins vont convaincre, persuader, enlever de la liberté de penser, de la liberté de croire, de penser à d'autres, qui rentrent dans une sorte de militantisme. C'est différent. Voilà. Après, sur la question extraterrestre, peut-être cette dernière planche, qu'est-ce qu'on entend sur les questions extraterrestres? On entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opinions. Il y en a que je vous dirais, je respecte moins que d'autres. Bon, il y a des excès. Les excès sont dans les deux sens. Souvent, il y a beaucoup de choses, les excès sont dans les deux sens. Que dire de celui qui vous dit, attendez, les mecs qui ont vu ça, c'est des illuminés, attends, c'est que des connards, c'est des illuminés, c'est pas très respectueux de la personne quand même, ils ont dit quelque chose, laissez-les parler. Tout le monde n'est pas illuminé parce qu'il voit des choses étranges. Il y en a qui sont très durs. Alors un peu moins durs. Ouais, de toute façon, on trouvera, de toute façon, c'est forcément un facteur humain, passer ton chemin, c'est que la psycho, tout ça. C'est également excessif. Très excessif. Après, la plupart des observations étranges sont explicables. Pour les autres, les pans, on ne connaît pas les causes. C'est une opinion, c'est une façon de traiter la question. Après, ça va un peu plus loin. Les pans sont des aéronefs d'origine inconnue. Dès qu'il y a pan inexpliqué, un pan c'est inexpliqué. Bah, c'est des aéronefs d'origine inconnue, probablement extraterrestres. Et puis en plus, ça peut aller plus loin. La plupart des pans sont provoqués par des extraterrestres. Là, c'est encore plus net, c'est extraterrestre. Et puis, ils sont discrets, mais avec certaines personnes, ils causent. Puis vous imaginez jusqu'où on peut aller, quoi. Ils sont déjà là, quoi. Ils sont là dans la salle, ils sont partout. Voilà. Donc vous voyez la gamme, quoi. Bon, je ne vais pas vous faire de dessin, mais vous savez où est le Japon maintenant. Le Japon, il est là. Pas plus, pas moins. La plupart des cas sont expliqués. Quand on ne sait pas expliquer, ben on ne sait pas expliquer. Voilà. Après, la question, ben, franchement, le problème de la vie extraterrestre, c'est on peut mélanger deux questions. Et c'est fréquent. La vie dans l'univers et les visiteurs sur Terre. C'est pas tout à fait la même question. Une grosse différence. J'essaie de traiter les deux en même temps. J'ai envie de dire, on est face à une immensité de facteurs qui plaident en faveur de la vie dans l'univers, une autre vie dans l'univers. Pas forcément intelligente, biologiquement. En face d'une énorme immensité de facteurs qui, au contraire, plaident dans le peu de possibilités qu'il y a. C'est cet affrontement d'un grand nombre de facteurs positifs par un grand nombre de facteurs négatifs qui fait qu'on ne sait pas. En gros, les mathématiciens, l'infini par l'infini, on sait, multiplié par l'infini, on ne sait pas. L'infini grand multiplié par l'infiniment petit, on ne sait pas ce que c'est. Par les facteurs, vous les connaissez, 10 puissance 22 pour les mathématiciens. 100 milliards d'étoiles, 100 milliards de galaxies. Ça fait 100 milliards multiplié par 100 milliards, 10 puissance 22. D'étoiles. Aujourd'hui, on sait que la plupart des étoiles, un grand nombre d'étoiles ont une exoplanète, une planète autour. Ça, on ne savait pas avant, mais non, depuis 1995, on les voit, ces planètes. Mettons qu'une étoile sur 1000 dispose d'une exoplanète considérée comme habitable. C'est-à-dire qui donnerait les possibilités à la vie d'éclore, telle qu'on la connaît, nous. Alors, ça fait quand même si on réduit par 1000, ça fait quand même un très grand nombre. Et on sait aussi que les briques de la vie, l'oxygène, l'eau, il y en a partout. Le carbone, il y en a partout. Donc tout ça, c'est plutôt favorable. Maintenant, en face, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait toujours pas comment on passe de la chimie organique à la vie. Ces molécules-là, on ne sait pas faire la vie, on ne sait pas la créer en laboratoire. Elles peuvent être présentes et ne jamais créer la vie ailleurs. Elles peuvent très bien avoir créé sur la Terre, mais jamais ailleurs. Puisqu'on ne sait pas comment ça se fait. Après, s'agissant des visiteurs, il faut être certain que la vie produit toujours de l'intelligence, voire de la conscience. C'est ce qui s'est passé sur Terre. De la conscience. D'autres. Ce mécanisme a fonctionné sur Terre. Bon, il faut aussi une technologie, parce que c'est accessible. Je ne dirais même pas que ça...
fait, la question comment la technologie, c'est avec toute la technologie dont on disposerait, je veux dire, c'est quand même scientifique quelque part. Il faut une énergie colossale pour aller à 10% de la vitesse de la lumière. En imaginant qu'on dispose de la technologie pour que cette énergie soit traduite à 100% sans perte en propulsion. Alors qu'en fait, il y a énormément de pertes. Donc c'est presque un problème de science. C'est-à-dire que cette énergie-là, on ne sait pas où on la trouverait. On peut imaginer une prospective pour des engins qui mettraient 50 ans, 100 000 tonnes en orbite, qui mettraient 50 ans pour accélérer 10% de la vitesse de la lumière, et puis après, au bout de 50 ans, ils mettraient les rétrofusées pour ralentir. Mais ça, c'est des schémas qui, à la limite, imaginables pour 50 ans, 100 ans, et puis au bout du compte, uniquement avec des technologies qu'on n'a pas, hein, mais simplement sur le plan déjà de l'énergie, peut-être que ça peut coller, mais c'est pas pour revenir, c'est-à-dire on va dans un seul sens, on ne revient pas. Et c'est sur des durées qui sont inouïes, quoi. Donc c'est le problème du voyage interstellaire. Une autre science, probablement, peut-être une autre science qu'on n'a pas aujourd'hui, pour essayer de comprendre. Mais pourquoi pas? Il y a quand même pas mal de choses que l'on ne comprend pas dans l'univers d'aujourd'hui. Hein. On sait une grosse partie de l'univers, on ne sait pas trop comment il est formé. Des problèmes, on a bien de désir que notre science progresse aussi. Pour passer à une vie intelligente, sur Terre, ça a pris 3 milliards d'années. La Terre a été construite il y a 4-5 milliards d'années, on a dû mettre 3 milliards d'années de vie. Là, mettons que la vie soit arrivée au bout d'1 milliard, il a fallu 3 milliards d'années pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il y ait trop de cataclysmes, sinon on repart à zéro dans la progression. Dans d'autres planètes, finalement la Terre s'est bien débrouillée. Et puis un dernier point qu'on peut oublier, c'est que si on met les 15 milliards d'années là, de la création de l'univers, si on essaye de les mettre sur l'échelle d'une année, on dit 1er janvier, première heure, Big Bang. Sur cette échelle-là, l'Homo sapiens, c'est quasiment l'avant-dernière ou les 3 ou 4 dernières minutes d'arrivée de l'Homo sapiens. Au bout d'une année, c'est les dernières minutes. La civilisation industrielle, celle de laquelle on est, qui nous permet de se poser la question, cogiter, puis on a les technologies, on commence à voir, nous-mêmes on explore d'autres planètes. Cette civilisation industrielle a démarré il y a 2 secondes. Bon, dans cette même échelle, dans une demi-heure, on n'est plus là. Enfin, je ne sais pas, tout ce qu'on entend sur les climatiques. Voilà. Donc il faudrait que, pour que les visiteurs viennent maintenant, que dans cette petite tranche d'éclosion de l'intelligence, elle corresponde à la nôtre. Il y a quand même plus de probabilité qu'elle se passe après ou avant. Donc c'est comme d'autres éléments qui plutôt dans le sens faible probabilité. Un grand nombre d'éléments en faveur, un grand nombre d'éléments qui ne sont pas en faveur. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il en est. Mais je vous laisse y réfléchir. Merci. Alors, je ne sais pas comment on traite la suite, j'ai débordé totalement. Pardon? Alors par contre j'ai un problème, c'est que je suis sourd. Moi. Il faut bien poser la question avec un micro, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas utilisé, c'est bon. Oui. Alors moi j'ai juste une petite question, une petite précision. Vous avez parlé de l'implication de la police nationale dans le processus. Oui. Je voudrais juste une précision. Est-ce qu'ils sont habilités? Est-ce que ça a changé? Parce qu'avant il n'y avait que la gendarmerie nationale qui était habilitée à prendre les procès-verbaux. Est-ce que ça a changé? Alors, votre question est bienvenue. Il y a une différence, effectivement. La gendarmerie nationale, on a une convention
signé au niveau qui va bien, qui permet à mettre dans la mission du gendarme de recevoir les témoignages. C'est pas aussi poussé côté police. On a des relations avec la police nationale, on donne de l'information sur ce que le témoin peut être amené à témoigner dans le commissariat. Il n'y a pas vraiment dans le guide, autant dans le guide du gendarme, il y a comment recevoir un témoignage, on n'a pas l'équivalent de manière structurée côté police nationale. Il se trouve que le besoin n'est pas le même non plus. Très souvent, nos témoins sont dans les gendarmeries. De ce côté-là, rien de changé. D'accord. La police est présente. La police est présente dans notre comité de pilotage. Oui, ça, nous avions bien compris. Jean-Paul, juste une petite question. Jean-Paul, je suis là. Oui. Bon, je suis un peu désolé d'apprendre que vous quittez le poste prochainement, mais bon, c'est comme ça. Bon, je pense que vous avez conscience aussi que dans l'ufologie privée, on va appeler ça comme ça, il y a une grosse disparité, j'en parlais tout à l'heure, de méthodes et autres. Le GEPAN a une méthode de formation qui est rodée, qui est avérée, qui permet d'avoir de bons enquêteurs. Est-ce qu'il serait envisageable à terme de créer une espèce de label, on va dire de qualité, auprès d'associations comme OVNI Andorre par exemple, ou comme UFON, qui puissent attester avoir reçu une formation du GEPAN et donc leur donner un gage de qualité par rapport aux témoins, par rapport au grand public? Alors, il faut se mettre dans la peau du témoin. Alors d'une part, je veux dire une chose, c'est que nous connaissons les associations privées, nous pouvons faire la différence entre certaines associations et d'autres. Je vous ai dit que j'aimais bien celles qui faisaient du témoignage. Nous avons nous-mêmes des enquêteurs qui sont sélectionnés GEPAN, mais qui sont aussi dans des associations privées. Il est tout à fait envisageable, possible qu'un membre de l'enquêteur du fond soit puisqu'on a du PNEGU, on a de OVNI 66, voilà. Donc voilà. Par contre, quand ils sont GEPAN, ils ne sont pas OVNI 66. Voilà. Alors pour le témoin, c'est déjà très compliqué pour lui d'être en confiance. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. GEPAN, je suis GEPAN porte authentique et je suis GEPAN formé GEPAN, ces petits doutes-là sont un petit peu gênants. C'est un peu ça la question. Donc j'ai tendance à dire, il faut bien regarder la question et être prudent, parce que ce qui compte, c'est que les témoins franchissent les portes et ne soient pas troublés. Le témoin qui vient au GEPAN, sa force, c'est qu'il vient vers un organisme officiel, il a besoin de cela. Je ne dis pas que ils peuvent aller ailleurs aussi, c'est pas. Mais celui-là qui vient, c'est qu'il a besoin de ça. Alors après, voilà, il faut qu'il soit parfaitement clair. C'est envisageable, mais il faudrait voir de quelle manière ce soit parfaitement clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est déjà compliqué pour un témoin, pas d'ambiguïté là-dessus. D'ailleurs, les témoins nous posent des questions sur le GEPAN. Vous êtes officiel, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites que c'est anonyme, les témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Parce que lui, ce qu'il veut, le témoin, c'est qu'il soit respecté, que son témoignage reste anonyme, quoi qu'il arrive. Après, de manière plus informelle, sans que ça crée un label, tout ce qui est discussion sur les méthodes et tout ça sont bienvenus. C'est inviter dans une formation, inviter un enquêteur d'une association privée pour voir comment on fait la formation, pourquoi pas. Mais après, le label pose problème, parce que ça peut être mal compris. Moi, j'avais une question... par là. Oui, pardon. J'avais une question, notamment toujours par rapport à l'écologie privée. Voilà, savoir quelle était la nature des relations du GEPAN avec la commission Sigma 2 de la 3AF. Très bien. Okay. Et je crois que vous avez reçu il y a quelque temps votre homologue chilien, si je ne m'abuse, savoir voilà, quels étaient un peu les partenariats qui peuvent exister au niveau international. Alors, très bonne question, merci. Sigma 2. Le positionnement de Sigma 2, c'est une société savante, c'est le terme utilisé en France. C'est-à-dire que rassemble des ingénieurs, c'est la 3AF, rassemble des ingénieurs du monde de l'aéronautique et de l'astronautique. Donc je pourrais être moi adhérent 3AF, je suis adhérent d'une autre société savante, celle de l'électronique et du radar. Donc la 3AF a fait une section, en quelque sorte,
C'est très courageux de la part de la 3AF. Elle fait une section phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et c'est bienvenu, parce que le but de cette section, c'est pas de faire l'enquête. C'est un boulot, l'enquête. Si vous avez vu, tout il faut du temps pour comprendre comment fonctionne et tout ça. Non, c'est de prendre les cas qu'on a traités nous, nos rapports, et de voir comment ils peuvent aller plus loin. Et je trouve que la 3AF Sigma 2 ne travaille pas que sur les rapports des GEPAN. Parce que l'autre différence, c'est que nous travaillons uniquement sur le territoire français, enfin, sur la France, mais la France étendue avec les dom-toms. Mais le 3AF peut utiliser tout type de cas inexpliqués qui arrivent pour voir s'il peut donner une explication avec sa composante scientifique, expertise, derrière. Donc c'est naturel que le 3AF, Sigma 2, prélève nos cas, nous interroge, nous demande des explications complémentaires, nous demande des données de manière un peu plus qualifiée, un peu plus confidentielle, parce qu'on ne donne pas les données radar comme ça, on a des accords d'échange avec la 3AF, des données qui ne valent pas comme ça, voilà, ainsi de suite. Donc il peut y avoir une investigation un peu poussée sur le plan derrière des cas inexpliqués. Que les cas D. Oui, que les cas D, pourquoi? Très bien, bonne question aussi. Parce que la 3F, c'est un monde d'ingénieurs des sciences physiques. Les cas D, c'est des choses que des témoins qui sont consistants, qui sont qualifiés de donnant une bonne information, avec une bonne fiabilité, ils rendent compte de quelque chose qui échappe à la compréhension. Donc à ce niveau-là, c'est la compréhension physique. Comment ce phénomène physique, qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'est plus dans possible hallucination, possible électrocinétique. Donc c'est vraiment un problème physique. Et donc c'est les cas D qui intéressent. Par contre, les cas, je vais plus loin, les cas A, B, C, D, tous les cas intéressent le monde de la psychologie et de la sociologie. Parce que les cas expliqués intéressent les psychologues. Parce que là, ils ont l'explication sur ce qui a été vu, enfin, de manière assez probable, très probable si c'est du A, probable si c'est du B, puis ils ont le témoignage, et puis ils ont l'écart. Ils essaient de comprendre comment ces écarts peuvent se produire dans le fonctionnement des facteurs humains. Pour eux, c'est très intéressant. Les psychologues, les sociologues, plutôt les psychologues, de la perception, de la cognitif, et de la... Oui, c'est ça, cela en particulier. La première fois qu'on s'est vu, c'était dans le cadre des locaux du CNES, en fait du GEPAN, à Toulouse, et vous aviez une phrase qui est, là, ça m'a un peu... est partie de ma mémoire, mais le sens est à peu près celui-là. Vous vous demandiez si les travaux du GEPAN pouvaient un jour apporter un plus, être utiles aux autres services du CNES. Alors, est-ce que vous avez continué à creuser dans cette voie ou... Alors, je pense que j'ai dû vous dire aux autres services scientifiques en général. Oui, ça c'est bien possible. Ouais. Mais c'est vrai. La question que j'avais en arrivant, c'est le chiffre 25% d'inexpliqués. Ou peut-être pas 25, il n'y avait pas plus de 25%. Bon, il se trouve que on avait une problématique d'affichage à cette époque-là. Je m'en suis rendu compte assez vite et on l'a rectifié, Xavier l'a rectifié avant moi, d'ailleurs, on l'a rectifié ensemble. On faisait le comptage des inexpliqués, on neutralisait les dernières années. En se disant, pour ne pas fausser le comptage, on ne tient pas compte des 4-5 dernières années parce qu'on sait que les cas inexpliqués mettent du temps à devenir labellisés inexpliqués. Donc c'était une procédure, un protocole qui avait sa valeur il y a très longtemps lorsque on avait un taux d'expliqués assez faible. Mais dans les années récentes, il y a tellement de lanternes de taille et tout ça qui sont arrivés que le taux d'expliqués est monté énormément et du coup il fallait arrêter ça. Donc on s'est mis à compter en temps réel. Donc en temps réel, on compte les expliqués. Du coup, ça avait descendu de 25 à 15 à l'époque. Donc néanmoins, ça faisait beaucoup. Et en arrivant, je me suis dit quand même, quelqu'un qui arrive se dit, c'est expliqué, moi, ça m'agace, quoi. Je veux qu'on arrive à donner ça à la science, pour que la science en empare. Pour que la science en empare, pour que la science puisse dire qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'on arrive à trouver des choses. Ou elle ne trouve pas. Elle trouve ou elle ne trouve pas. En tout cas, elle s'en empare. C'est pas qu'elle trouve, c'est qu'elle s'en empare. Voilà. Qu'elle prenne ça pour qu'elle travaille avec. Après, quand je parle de la science, c'est un peu celle dont je viens, la science physique. Après, très vite, un peu plus tard, je me suis rendu compte que la science physique, par rapport à ces questions-là, c'est pas que ça puisse sentir le fou de soufre, soit que c'est pas ça le problème. C'est que
La science, elle aime bien les anomalies. C'est-à-dire des choses qui échappent à la compréhension du moment. C'est ça qui fait une motivation de science, une anomalie. Mais encore faut-il que cette anomalie-là, on puisse la reproduire. Si elle n'existe qu'une fois, dans une condition particulière, une seule fois, une seule et même anomalie, une seule fois, d'un seul cas, ben voilà, ben so what? Il s'est passé un truc, so what? Qu'est-ce que je fais avec? Maintenant, si ça se reproduit, si c'est toujours d'une bêtise, si elle est toujours dans la même vallée, de certaines géologies, avec une telle heure, une telle humidité qui se produit, une telle lumière, je l'invente, et que ça se reproduit plusieurs fois, le scientifique, il a envie de gratter ça, il y a quelque chose qu'il veut comprendre. Le scientifique, lui, il cherche des anomalies. C'est ce qui peut lui faire sa carrière, faire avancer. Voilà, donc je me dis, bon, je vais travailler tout ça pour voir si je sors de choses comme ça. Et le fait est que, dans un premier temps, je me suis rendu compte que les cas étaient inexpliqués, étaient assez peu reproductibles. Et d'autre part, ils n'étaient pas assez documentés. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire une revisite de tous ces cas. Mais à ce moment-là, c'était ça que j'avais en tête. Je dis bien, mon désir, c'était pas de forcer l'explication, mon désir, c'était que la science s'en empare. Et je reconnais que c'est compliqué pour la science. Une autre question ici, là, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'au GEPAN, vous avez déjà eu du matériel physique à analyser, autre que des vidéos et des photos? On a eu du matériel physique, oui. On a eu récemment, un fil de vierge. Vous savez, les petits filaments qui tombent là. On a donné à notre labo, et effectivement, c'est ça. C'est bien des araignées. Typiquement, on a un labo qui regarde beaucoup de choses. On a eu des éléments de matériaux, je ne sais plus quel était le cas, des éléments de matériaux qui ont été analysés. De toute façon, il y a eu les affaires Trans-en-Provence qui avaient donné lieu à des analyses. Mais là, moi, je parle du laboratoire du CNES qui est très bon en matériaux et qui a trouvé ce qu'on appelle des trucs de fonderie, là. Des matériaux, je ne sais plus quel cas, qui ont été analysés par notre laboratoire. Avec une explication comme quoi c'était un alliage classique qu'on trouve dans les fonderies. Et qui se trouve qu'il était devenu un peu étrange parce qu'il était ramené dans le contexte d'une observation. Quoi. Donc ça, on l'a fait. Mais récemment, c'était il y a à peine un an, on appelle ça le fil de la Vierge, je crois. Oui, vous avez bien formulé que la connaissance est une question de présentation. La représentation est une question de présentation. Et quand je regarde votre dernier diapo, là, donc, je me demande pourquoi vous avez choisi l'infini par l'infini. Vous aurez très bien pu diviser l'infini par l'infini, car on sait que l'infini sur l'infini peut tendre vers une solution déterminée. Peut. Oui, mais peut. Alors que l'infini fois l'infini ne peut pas. Ah oui, mais attendez, je multiplie l'infini par epsilon. Epsilon, c'est l'inverse de l'infini, excusez-moi les mathématiques. Multiplier l'infini par epsilon, c'est équivalent à diviser l'infini par l'infini. Bon, on va... Ouh là, je rectifierai ça. Hein? Non, pas pour celui qui est tout courant des termes. Alors, on va prendre 5 minutes juste pour repousser l'écran. L'équipe Audonie Languedoc, efficace comme d'habitude, va repousser l'écran en 5 minutes. Et on va installer les tables pour la table ronde entre les conférenciers et le public. Qui sera peut-être un peu plus courte que prévu, mais c'est pas grave. Excusez-moi, vous avez dit qu'il peut y avoir une détermination. Comment j'ai terminé quelle est ma dernière phrase? Je ne sais pas ce que c'est. Le produit de l'un par l'autre, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, je ne sais pas. Au bout du compte, je ne sais pas. Donc c'est indéterminé pour moi. Jamendo.com